Bonsoir, ce soir nous avons donc l'honneur de recevoir Camille Bousquet, spécialiste des réseaux sociaux d'entreprise, consultant. Il va se présenter lui-même, il a une trajectoire assez intéressante et il va nous parler des réseaux sociaux d'entreprise, véritable plateforme collaborative d'accélération de l'innovation en entreprise, en jeu. Il va se présenter et je lui cède la parole. Merci. Merci beaucoup, M. Moreau. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, désolé pour le petit retard, j'arrive tout juste du train, donc j'ai fait au plus vite. Donc, l'idée ce soir, j'en avais discuté un peu avec M. Borrero, c'était de vous donner un petit peu un panorama de ce qui existe aujourd'hui, de vous expliquer comment moi je le vis de l'intérieur en tant que consultant et les bouleversements que ça a pu provoquer dans les grandes entreprises. Juste avant que je commence et que je me présente un petit peu plus en détail, j'aurais souhaité, si ça ne vous dérange pas, qu'on se prête à l'exercice juste en 2 mots, que vous me disiez ce que vous faites exactement et qui vous êtes, pour que ça m'aide aussi à peut-être adapter certaines choses que je vais vous présenter par rapport à des choses qui pourraient plus vous intéresser. Donc, on peut peut-être commencer par monsieur. Bon, donc Laurent, moi je travaille comme consultant chez IBM. D'accord. On a notre réseau social d'entreprise, Oui. voilà, qui est très important. Donc, on a les premiers retours un peu d'expérience. Bah, je pense que ça, j'en parlerai, je reste pour des questions à vous poser ensuite par la suite par rapport à ce que je vis moi au sein de l'entreprise. D'accord. Hein, mais c'est quand même la première chose, c'est un peu l'aspect charge de travail que ça représente. Le système vraiment assertionnel qui arrive et qui perturbe un peu l'organisation. Et puis on a le réseau social d'entreprise, on a les réseaux sociaux externes. Oui. Donc là il y a un problème de gestion du temps qui se pose. Absolument, d'accord, merci. Voilà, ça va tourner autour de ça. Très bien. La gestion du temps. Bonjour, Dominique Bergeron, moi je suis consultante en management du système d'information et adhérente de l'association. Parfait. Camille Pelletier, je me suis inscrite pour la première fois en 2008 sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que ça fait quand même quelques années, mais j'en ai pas fait grand chose finalement, à part recevoir beaucoup de notifications. J'ai pas beaucoup participé. J'ai pas trouvé que c'était... Enfin, tous les groupes sont pas intéressants et voilà, je suis un peu déçue. J'ai aussi participé à un réseau social d'entreprise dans une entreprise américaine, mais voilà, pareil, j'étais un peu réticente, disons. D'accord. Je vais essayer de vous apporter les éclairages que je pourrais alors. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Léché, donc moi je travaille dans une structure interministérielle pour d'appui aux ressources humaines. Donc là je viens plutôt pour profiter un peu de voir ce qui se passe un peu hors du champ de la fonction publique, puis essayer de ramener éventuellement quelques idées en interne. D'accord. C'est Marcel Gauthier, je suis auditeur interne dans une banque. Et je suis ici juste pour ma culture personnelle. C'est déjà très bien. Bonsoir. Bonsoir, Olivier Carquillière, je suis consultant ici, je suis en assistance à maîtrise d'ouvrage, Oui. domaine assurance. D'accord. Donc je suis intéressé par ce sujet-là, surtout la relation avec le SI. On va en parler. Je m'y engage. Nicolas Trèves, professeur de CNAM, et voilà, je suis présent ce soir. Je me pose vraiment des questions sur l'utilisation des réseaux sociaux chez l'entreprise. D'accord. Alain Coulon, moi je suis un très ancien, je suis un des fondateurs de cette association. J'ai entendu parler de Donc je suis plus dans le milieu professionnel, mais uniquement dans celui qui est associatif. Et je suis assez passif, je suis inscrit sur les réseaux sociaux, mais je suis extrêmement passif. D'accord. Sauf sur Copenhague. C'est déjà bien. Bien retrouvé. Bonsoir. Bonsoir, Maïo Zubelotini, je suis étudiant en fin de formation chez Télécom Parenté. D'accord. Master télécom, architecture télécom et services. Et je suis intéressé par le sujet
l'aspect effectivement, qu'est-ce qu'on garde pour l'organisation interne, qu'est-ce qu'on ouvre éventuellement à l'extérieur. C'est aussi un sujet important, qu'on traitera bien évidemment. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Jacques Yvaton, je suis retraité, mais mon avatar continue de survivre sur divers réseaux sociaux professionnels. D'accord. Philippe Copello, consultant en SI et avec beaucoup de prestations de management de transition. D'accord. Je n'ai pas d'expérience de réseaux sociaux d'entreprise, petite expérience de réseaux sociaux professionnels, mais je suis très curieux de savoir comment ça marche. Bonsoir, Paul Racodon-Razoa, je suis consultant à la fois en gouvernance de SI et de management de SI. Je suis partenaire d'un éditeur d'un outil RSE. Oui. Et j'essaie de voir, de connaître un petit peu l'expérience des uns et des autres par rapport à l'utilisation de RSE. Et qu'est-ce qui fait que les gens, plutôt les DSI, seraient intéressés par ce type de... Je peux vous demander quel outil, sans indiscrétion? TalkSpirit. TalkSpirit, d'accord. Je suis Pierre Fischoff, consultant en migration de systèmes d'information en grand système en particulier. Je suis utilisateur d'une part de beaucoup d'intranets en entreprise, disons avant que ce soit des réseaux sociaux d'entreprise proprement dit, oui. Et bien sûr des réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. Mes questions, c'est surtout le transfert de compétences à travers par le biais des intranets et des réseaux sociaux d'entreprise, d'une part, donc la capitalisation en fait des connaissances, oui. Et d'autre part l'animation de groupes de travail et de groupes de discussion tels qu'on peut les voir sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, ou en interne d'entreprise, où vraiment je sens qu'il y a un très fort potentiel pour faire avancer un travail, mais toute la question c'est d'arriver à faire vivre, à animer, à faire vivre. Très rapidement, on voit que c'est un peu les coquilles vides le plus souvent. C'est un point intéressant. Vous allez voir que c'est un peu le centre du problème, justement. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Martine Mini. Moi, je travaillais plutôt dans le domaine du management de projet. D'accord. Projet de conception de système d'information. Et j'ai longtemps dirigé une association de management de projet qui était partenaire de l'ADI. Aujourd'hui, et dans le cadre de laquelle j'ai eu l'occasion de monter des séminaires ou des interventions dans des colloques pour des gens qui venaient parler réseaux sociaux d'entreprise ou réseaux sociaux en général. D'accord. Dans les projets, à partir du moment où ce phénomène a émergé en quelque sorte. Et aujourd'hui, je m'occupe de lancer un site dédié aux éditions digitales au management de projet, ouvert à toutes sortes de sujets susceptibles d'intéresser les gens qui travaillent dans les projets. D'accord. Très bien. Je tâcherai de ne pas dire de bêtises, parce que vous avez beaucoup dû en entendre parler. Vous me direz, hein. Donc moi je suis Martine Notaire, donc j'ai passé 40 ans en société de service. J'ai vu le lancement des réseaux sociaux d'entreprise à la Poste, hein, c'était intéressant. Oui. Sinon, bon, je suis toujours expert judiciaire. J'essaye d'enseigner l'informatique aux aveugles et donc eux, ils sont très intéressés par Facebook, entre autres. Alors c'est intéressant la question de l'accessibilité par les non-voyants. Et puis à Delhi, je m'occupe du site web. Et donc on a une connexion avec les réseaux sociaux, mais on l'utilise mal. Alors c'est un problème à Delhi récurrent, comme personne n'a vraiment le temps de s'occuper des réseaux sociaux. Finalement, on s'en sert mal et on est persuadé qu'on aurait une bien meilleure notoriété si on savait utiliser les réseaux sociaux.
Voilà, donc on confirme parce qu'on essaye de relayer sur LinkedIn, sur Google+, etc. Pas sur Facebook. Pour l'instant, on est réticent parce qu'il y a une image un peu sulfureuse, mais vous allez peut-être nous dire pourquoi pas, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. On va voir qu'il y a des ponts avec ce dont je veux vous parler, même si, pour clarifier tout de suite un petit peu l'angle qu'on va prendre, il faut vraiment dissocier ce qu'on appelle les réseaux sociaux professionnels des réseaux sociaux d'entreprise, terme qui d'ailleurs a été un peu galvaudé parce qu'on a tendance à dire RSE un peu partout. RSE, c'est d'abord la responsabilité sociale et environnementale dans l'entreprise. Il ne faut pas enlever à César ces titres, mais donc les gens ont tendance à réutiliser ce mot-là. Donc il y a d'un côté ce que j'appelle les réseaux sociaux professionnels, quand j'en ferai mention ce soir, c'est effectivement LinkedIn, Viadeo, qui sont des réseaux grand public, mais orientés professionnels, pour la mise en relation, pour la recherche d'un emploi, etc. Et puis les réseaux sociaux d'entreprise, qui sont plutôt des plateformes collaboratives en interne dans l'entreprise, qui sont soit intégrées au système SI, soit qui sont en SaaS, donc hébergées à l'extérieur sur le web, et qui permettent aux collaborateurs de commencer à contribuer et à collaborer différemment de ce qu'ils connaissaient aujourd'hui, c'est-à-dire les intranets, plus ou moins évolués, et puis le mail, hein, globalement, c'est un petit peu comme ça qu'aujourd'hui on communique en entreprise. Alors, juste avant de développer un petit peu le sujet, je vais vous raconter en 2-3 minutes qui je suis. Donc moi je m'appelle Camille Bosquet, je suis donc maintenant manager au sein du cabinet Bluenov, qui est donc un petit cabinet de conseil en open innovation. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Vous allez voir que ça va avoir une implication forte sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. L'open innovation, c'est un courant qui vient des États-Unis, du début des années 2000, d'un professeur qui s'appelle Henry Chesbrough, et qui était de l'université de Berkeley en Californie. Et qui a écrit un premier livre qui s'appelle Open Innovation d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous tromper, et dans lequel, pour vous le résumer avec la délicatesse que ça nécessite, en gros, son image était de se dire, aujourd'hui en entreprise, on stigmatise les problèmes autour de l'innovation, en voulant surdévelopper sa R&D, en faisant travailler ses chercheurs en chambre, en déposant des brevets à foison, et en se protégeant surtout de tout ce qui peut se passer à l'extérieur de l'entreprise, en imaginant que notre avantage concurrentiel viendra de l'innovation qui émergera de nos cerveaux en interne. Et il se trouve que beaucoup de personnes commençaient à voir les choses différemment. Il y a d'ailleurs Bill Joy, qui était le fondateur de Sun Microsystems, qui avait une citation qui était, je trouve, très parlante, qui dit « Les personnes les plus intelligentes ne travaillent jamais dans votre organisation ». Donc à partir du moment où on a compris ça, on peut se dire qu'il y a tout un capital à aller chercher en externe. Et donc ce que prône l'open innovation, et ce qu'explique très bien Henry Chesbrough, c'est que l'open innovation, c'est d'innover en s'appuyant sur tout ce qui se passe aussi en dehors de l'entreprise. Mes clients, mes fournisseurs, parfois même mes concurrents, le milieu étudiant, bien sûr, parce que les étudiants sont les travailleurs de demain, il faut peut-être les impliquer dans le processus d'innovation, d'une manière ou d'une autre, en tout cas les faire dialoguer avec l'entreprise, tout le milieu foisonnant des startups dont on entend beaucoup parler depuis quelques années, il y a aussi quelque chose à faire pour les grands groupes, et puis apprendre à mieux collaborer aussi en interne. C'est-à-dire avant de commencer à m'intéresser à ce qui se passe autour de mon entreprise, est-ce que je sais déjà quels sont les talents et les compétences que j'ai dans mon organisation? Est-ce que ces gens ont la capacité aujourd'hui d'être mis en relation les uns avec les autres, d'échanger et de trouver peut-être des similitudes, des nouveaux terrains des nouveaux terreaux de travail avec des personnes qui ont des expertises qui ne sont peut-être pas liées à leur profession directement, mais peut-être à leur passion à côté, qui peut aussi servir l'entreprise. Bref, comment on fait pour récupérer toutes ces pépites et les exploiter correctement. Donc tout ça, c'est l'open innovation, on va dire, pour la résumer en une phrase. Et du coup, ça a amené donc, mon patron, qui était un ancien de chez Orange, à se dire il faut qu'on travaille avec l'extérieur. Donc lui a commencé très rapidement, dans les années 2005-2006, à lancer un start-up programme chez Orange, qui était son employeur à l'époque. Et donc il rencontrait un maximum de start-up et il essayait de les faire travailler avec l'opérateur sur différents services.
Et donc ça a pris petit à petit, mais il s'est rendu compte que ça pouvait aller plus loin, que les grands groupes freinaient des cas de fer sur ce type de situation, et des fois plein de bonne volonté avaient tendance à oublier ce qu'était une relation win-win à l'américaine, la fameuse relation gagnant-gagnant, et finissait par tuer les startups. D'ailleurs, une des phrases de mon patron qui est très évocatrice, il dit « Orange est capable de tuer une startup juste en lui parlant ». Et c'est exactement ce qui se passe, parce que oui, alors on va travailler ensemble, on va faire un prototype, vous allez pouvoir développer quelque chose pour nous, faites une petite application, revenez dans 2 mois. Et donc vous êtes une petite start-up avec 3 collaborateurs, vous saignez en disant on va peut-être signer un contrat avec Orange, ça va être génial. 6 mois plus tard, il ne se passe rien, on vous demande de revoir la copie encore. Et puis au bout d'un an, Orange vous dit bah non, finalement on ne va pas travailler là-dessus, on a changé d'avis. Puis ils vont gentiment reprendre l'idée en interne et le faire. Voilà, ils ont tué une start-up, il n'y a pas eu de problème. Et donc ça c'est pour vous montrer, je refais le lien avec ce dont on va parler ce soir, c'est pour vous montrer le problème culturel qu'on a déjà fondamentalement avec la collaboration. Et donc qui nous amène nos propres interrogations aujourd'hui par rapport à l'émergence de tous ces outils. Ça ne marche pas spontanément en entreprise, ça ne peut pas marcher spontanément, parce qu'on n'est juste pas calibré pour travailler de cette manière-là. Donc c'est un vrai changement. D'ailleurs, dans notre cabinet, on ne fait pas simplement du conseil en management de l'innovation comme on l'explique, on fait avant tout du conseil en gestion du changement en entreprise. C'est-à-dire, peu importe le prétexte, est-ce qu'on doit travailler avec des startups, est-ce qu'on doit travailler avec un nouvel outil en interne, toutes les méthodes qu'on va pouvoir amener chez nos clients, elles ne peuvent avoir une vraie valeur que si on arrive à travailler l'humain déjà, et essayer d'exploser un petit peu les modes organisationnels archaïques qui sont en train d'un petit peu tuer l'innovation aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout garder, mais c'est-à-dire qu'il y a une image qui est très simple, c'est qu'on reste sur un modèle très pyramidal, très militaire de l'organisation. Ça rassure aussi beaucoup les gens, de se dire quelle est ma perspective professionnelle, et puis de me dire j'ai un patron, et puis un sous-chef, et puis un sous-sous-chef. Sauf que tout ce que prônent les plateformes collaboratives aujourd'hui, c'est de dire on aplatit la hiérarchie. Monsieur le PDG va parler dans un groupe, et puis monsieur l'employé ou l'ouvrier qui est peut-être dans son usine, mais qui a un poste d'accès à la machine à café, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, mais vous verrez, je vous en parlerai, il y a plein de cas où on essaie de donner l'accès aussi à ces gens-là, il va pouvoir parler au PDG, puis le PDG va pouvoir commenter sa contribution. Et donc là, on arrive dans un rapport à la hiérarchie qui est tout à fait différent, parce qu'on se remet dans une espèce de transparence de l'information, sur un certain niveau de choses, bien entendu, attention, ne mélangeons pas tout, il y a tout un tas d'informations d'entreprise qui doivent rester cloisonnées, pour le bien-être de la stratégie, pour la pérennité aussi de la relation avec les employés, qui ont besoin aussi d'être protégés de certaines choses. Mais toujours est-il qu'on est en train de dire, ok, nous on va aplatir cette organisation, et donc on est dans des modèles où les gens ne comprennent pas. On essaie déjà de désiloter un petit peu les organisations, mais de là à être dans une transparence absolue, ça fait peur à beaucoup de gens. Donc nous on essaye d'intégrer ça dans les entreprises, et donc les services qu'on propose prennent plein de formes différentes. Une des formes, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est celle dont je vais vous parler, c'est ce qu'on a appelé, on a développé une méthode qui s'appelle la méthode ICM pour Innovation Community Management. Vous verrez que le community management, on en entend beaucoup parler, moi je vais vous en parler de manière complètement différente aujourd'hui. Et donc l'idée c'est la partie Open Innovation, comment on collabore déjà bien en interne. Et puis petit à petit, ça va faire émerger comment on travaille aussi avec l'extérieur par l'intermédiaire de ces outils. Pourquoi pas dans un premier temps. Je veux parler avec mes prestataires, mes fournisseurs. Est-ce que je peux leur aménager un espace dans cet outil qui me permet de dialoguer avec eux sans qu'ils soient mélangés aussi à ce qui se passe en interne, parce qu'il y a quand même des choses qui sont confidentielles. Mais j'aimerais bien pouvoir quelque part agréger toutes ces communications sur un seul et même outil. Je parle bien d'outils et ça c'est important. Les plateformes, quelles qu'elles soient, quelles que soient celles qu'on va évoquer ce soir, ce ne sont que des prétextes, bien entendu. Ce sont des outils qui ne sont pas Facebook déjà, parce que j'ai souvent tendance à... J'aime dire que Facebook, c'est vrai, ça existe depuis un moment, il y a beaucoup plus d'utilisateurs que certains pays dans le monde, donc ça a une puissance de communication et une puissance en vecteur d'information qui est monstrueuse. Facebook, a priori, on peut parier sur sa pérennité. Et encore, parce qu'on a souvent tendance à dire aussi que quand, je donne un exemple, quand mes enfants sont sur Facebook,
j'ai pas encore d'enfants, mais j'imagine, admettons, dans une quinzaine d'années, j'espère avoir des enfants qui auront une quinzaine d'années, donc j'espère démarrer ça rapidement. Bon, bah, quand eux, ils vont arriver sur Facebook, ils vont se dire « Ah bah c'était super comme réseau, mais maintenant, moi j'ai mes parents, j'ai mes grands-parents sur ce réseau social, c'est plus cool du tout. Hein. » Donc on n'est pas à l'abri que Facebook disparaisse d'ici une quinzaine d'années pour d'autres réseaux, tout à fait nouveaux, avec des nouveaux concepts. Mais en tout cas, c'est quand même une plateforme qui est assez pérenne. Les plateformes qu'on utilise aujourd'hui en tant que réseaux sociaux d'entreprise sont des outils qui ont beaucoup moins de sécurité. On ne sait pas s'ils existeront encore dans 2 ans. C'est un business qui est très changeant. Donc c'est très difficile aussi pour une organisation de dire je vais miser et mettre beaucoup d'argent, parce qu'en général c'est très coûteux, sur un outil sans savoir si ça va avoir l'importance que le mail a aujourd'hui pour notre organisation. L'efficacité d'un outil, on peut la mesurer à une question qui reste très simple, c'est de dire aujourd'hui j'enlève le mail à mes collaborateurs en disant bon, il n'y a plus de mail. Bon, bah, normalement si c'est panique générale, ça veut dire que c'est un outil qui a bien été adopté par l'organisation. C'est panique générale. Et c'est panique générale. Aujourd'hui, je vous confirme, même s'il y a des débats aujourd'hui sur un sujet très simple, c'est-à-dire est-ce que les plateformes collaboratives, c'est la mort de l'email? Est-ce que demain, ils vont être amenés à remplacer l'email dans un mode de communication totalement nouveau? Il y a un vrai débat là-dessus et je ne prendrai pas vraiment parti parce que je pense qu'il y a des arguments pour et contre, mais ça me ferait trop digresser par rapport à ce que je veux vous dire. On aura peut-être l'occasion quand même de revenir dessus. Simplement, donc moi aujourd'hui je vais vous parler des plateformes. Et les plateformes, je vais déjà faire un petit panorama pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Sans rentrer trop dans le détail parce que j'aurai pas le temps. Mais si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas. Je vais aussi d'ailleurs vous donner un petit fascicule que je vous ai préparé quand vous partirez. Parce que je veux juste que l'information, je vous la distille dans un premier temps. Sans que vous l'ayez sous les yeux. Exercice périlleux, je suis désolé, j'ai pas de transparent, j'ai pas de paperboard pour vous faire des jolis petits schémas, donc j'espère que je vais pas vous ennuyer et vous faire vous endormir à cette heure avancée. On va essayer de lancer ça dans un débat intéressant. Donc je vais vous parler rapidement d'un panorama, ensuite on va parler de la méthode que nous on emploie. J'entendais quelques-uns d'entre vous qui me parlaient justement de leurs craintes quant à la charge de travail que ça implique, la notion de perte de temps. Ça, cette perception-là, elle est systématique dans les organisations en disant bah, « Attendez, moi je fais tout en double du coup. » Parce que je n'ai pas arrêté d'envoyer des mails parce que vous m'avez mis une jolie plateforme, mais du coup je fais quoi? Je mets sur la plateforme, j'envoie un mail aussi, donc je fais les choses 2 fois, et vous me dites que ça va me faire gagner du temps? Les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose qui fonctionne sur du moyen, du long terme. C'est pas court-termiste du tout ces plateformes-là quand on les intègre dans l'entreprise. Donc je vais vous montrer, on a une méthode d'animation et très efficace qui fonctionne bien, et dont les grands préceptes sont dans ces slides-là, donc vous pourrez tenter d'essayer de comprendre, capter les choses, pourquoi pas en appliquer certains. Vous verrez qu'il y a quelques règles qui sont très simples, mais qui fonctionnent. Et puis, je vais aussi vous parler, ça me semble important, du rôle des SI dans tout ça. Parce qu'on en revient aussi aux fondamentaux par rapport à ça. J'ai eu la chance moi-même j'ai fait mes études à Grenoble, à l'école de commerce de Grenoble, et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'y retourner pour donner des cours dans une petite école qui fait partie du groupe, qui s'appelle l'EMSI, qui est l'école de management des systèmes d'information. Et où là, je voyais donc des étudiants SI en formation, dans différentes grandes organisations, et on m'a dit, on aimerait que tu leur fasses un cours où tu leur fais comprendre que leur métier de demain, c'est pas forcément celui qu'ils voient aujourd'hui en entreprise, et surtout, il faut que tu leur expliques en quoi, dans cet environnement collaboratif nouveau, les SI ont un rôle majeur à jouer. Moi, j'ai toujours été convaincu de ça. Je vous expliquerai aussi des cas clients où j'ai travaillé dans des organisations SI, notamment très récemment dans l'organisation SI de GRDF, vaste sujet GRDF. Mais vous verrez qu'il y a des initiatives, il y a des grands groupes qui commencent à avoir des déclics, des initiatives, et donc ça peut être intéressant. Pour vous donner juste un panorama de nos clients, pour que vous voyez que quand je vais vous parler des choses, ça ne dépend pas d'un type d'organisation ou d'un secteur. Aujourd'hui, des réseaux sociaux d'entreprise, on a eu la chance de pouvoir en accompagner dans beaucoup de grands groupes, qui sont d'ailleurs la majorité de nos clients. Et pour ne vous en citer que quelques-uns, je vais vous citer Pernod Ricard, je vais vous citer Orange, je vais vous citer Michelin, je vais vous citer GRDF, bien sûr. Je peux vous parler de Butagaz aussi, avec qui on travaille depuis pas mal de temps. Et puis d'autres types d'organisations, une que j'aime beaucoup, qui était notre client principal l'année dernière, qui s'appelle Poult. Normalement, personne ne connaît, c'est normal. C'est une grosse PME de 500 employés qui est leader français des biscuits en marque de distribution. Donc en gros, tous les biscuits marque de distributeur que vous trouvez dans les supermarchés, c'est eux.
Et tous les biscuits Michel Augustin notamment, ils étaient fabriqués par ces gens-là. Donc c'est une PME qui est à Toulouse, mais qui est aussi dans ces logiques d'innovation, parce qu'on n'a pas besoin d'être un groupe coté au CAC 40 pour se poser ces questions-là, bien au contraire. Et donc vous allez voir qu'il y a plein de cas clients qui sont un petit peu divergents. Déjà, concentrons-nous pendant 5 minutes, si vous voulez bien, sur qu'est-ce qu'on entend par plateforme. Par plateforme, il y a beaucoup de modèles de plateformes et d'outils différents qui ont émergé. Si on se concentre sur l'interne, sur ce qu'on pourrait faire avec l'interne, on a par exemple les premiers qu'on appelle les réseaux sociaux d'entreprise. Donc ceux-là, il y a beaucoup d'outils différents. Pour ne vous en citer que les plus emblématiques, je dirais aujourd'hui, on a la Rolls-Royce américaine qui s'appelle Jive. On a un outil européen, très français, mais donc qui rayonne en Europe, qui fonctionne très bien, qui s'appelle Blue Kiwi par exemple. Et donc ces outils-là, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ils sont centrés sur les hommes, le réseau, d'accord? Donc ça partait au départ du développement d'un annuaire riche, avec des profils riches, et une mise en interaction de ces gens-là par le biais d'outils de discussion tels qu'on peut les trouver dans les réseaux sociaux au grand public, hein, sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais donc leur objet principal, c'est bien de mettre les gens en relation et de leur permettre de collaborer, de discuter. On tourne autour de ça, viennent s'y greffer plein d'autres choses. Et d'ailleurs, vous verrez que ces réseaux sociaux sont ceux qui couvrent le plus large spectre de ce qu'on pourrait faire en entreprise. Il y a d'autres sociétés qui se sont spécialisées dans des plateformes, ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Donc là, on est vraiment sur des choses orientées différemment. On va se dire, j'ai un collège d'experts, je vais les réunir sur un outil, et puis de temps en temps, j'ai un problème spécifique, ça peut être un problème technique, ça peut être un problème managérial, ça peut être, si je travaille dans la cosmétique, par exemple, ça peut être un problème de recettage. Il y a une barrière technologique ou technique qu'on n'arrive pas à franchir. Et donc là, on va mettre à contribution un réseau d'experts par rapport à une problématique déterminée pour essayer de trouver une solution, avec des formats de récompense, bien sûr, de mise en avant, de reconnaissance. D'autres types de plateformes sur ce modèle-là, mais un petit peu différentes, sont les plateformes, ce qu'on appelle de gestion des idées. Alors là, c'est des plateformes qui sont en train d'exploser aujourd'hui. J'insiste sur ce point-là parce que c'est ce qui fonctionne le mieux en ce moment. Les plateformes de gestion d'idées. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je suis une grande entreprise et je veux faire un concours innovation, par exemple, dans mon organisation. Comment je fais? C'est vrai qu'avant, on mettait la boîte à chaussures à la machine à café, les gens mettaient un petit papier, puis on payait des gens pour trier les papiers, on réunissait un petit comité qui choisissait les meilleures idées. Puis on faisait un petit communiqué dans la newsletter. Aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin, on a envie de se dire, et puis c'est à l'échelle d'une grande organisation, comment je peux le faire si j'ai plusieurs milliers de contributeurs? Donc il y a des plateformes qui se sont spécialisées là-dedans. Qu'est-ce qu'elles font de particulier? Vous avez aussi un profil, vous allez pouvoir remplir votre idée, et puis ensuite vous allez avoir un comité qui va pouvoir gérer ces idées, voir donc, le process d'idéation, de l'idée très brute qui n'a pas été élaborée à celle qui a été revue une première fois et renvoyée pour copie, où on a mis plus de détails, à celle qui est passée dans un deuxième ou troisième comité de sélection, on a dit, bah tiens, celles-ci, elles sont intéressantes, on va les shortlister, on va dire, ces 15 idées-là, par exemple, elles vont être finalistes, donc on va leur faire travailler une présentation, quelque chose qui est un peu plus orienté business model, en se disant, il faut vraiment que vous nous apportiez beaucoup de détails sur ces idées-là, qu'est-ce que ça nécessite comme ressources, comme budget, etc., voir si on peut vraiment les intégrer dans l'entreprise. Puis on arrive à la fin sur peut-être une cérémonie avec une petite remise de prix, une valorisation aussi des collaborateurs. Mais tout ça, c'est fait par le biais d'un outil, ce qui vous permet de capitaliser sur tout ce qui a été fait, de ne pas perdre non plus les idées qui n'ont pas été conservées, et puis de garder un flux continu d'idées toute l'année, avec peut-être plusieurs cycles que vous rythmez par des concours. Mais donc ça, c'est ce qui vous permet rapidement d'actionner quelque chose dans l'entreprise. Un très bon exemple pour vous parler de ce type d'outil, c'était Essilor. C'est un outil, mais il a dit, moi je ne le veux pas toute l'année, hein. L'outil ça coûte déjà trop cher, je veux pour 3 mois, je veux voir si ça fonctionne, et puis si ça fonctionne, on verra plus tard. Donc il lance son concours, 3 mois de concours, 10 000 collaborateurs qui ont contribué. En 3 mois, on a eu 600 idées. Sur les 600, il y en a eu 50 finalistes qui étaient particulièrement développés. Et à la fin, ils ont déposé 20 brevets, 20 nouveaux brevets, en 3 mois. Donc là, le directeur R&D, on a fait une petite réunion de débriefing avec lui, et il était consterné. Il a dit, attendez, ça vient de mes employés. Comment ça se fait que j'arrive pas à capter ces 20 brevets sans l'intermédiaire de cet outil? C'est pas normal. Normalement, les gens doivent pouvoir s'exprimer, etc. Je devrais pouvoir les capter autrement.
Et donc là, on essaie de lui expliquer que simplement, le moyen, le moment utilisé et puis la forme de la démarche ont permis aussi aux gens de s'exprimer différemment, de se réunir en équipe qui n'aurait peut-être pas pu se constituer dans une autre configuration, et que donc c'était une arme redoutable pour lui pour peut-être capter l'innovation qu'il n'a pas réussi à capter en continu tout au long de l'année. Donc lui, il a dit, ok, cette plateforme pour moi c'est un buzzer d'alerte. Je manque d'innovation, j'ai une rupture par rapport à une techno, tac, j'ai un buzzer, je sais que je peux buzzer dessus, je rouvre le truc, 3 mois, je refais un concours et je sais que normalement j'aurai des choses intéressantes. Alors ça fonctionne peut-être pas toutes les fois de la même manière, mais lui pendant un an et demi ensuite il n'en a pas refait, et là cette dernière année il en a refait 2 en l'espace de 6 mois parce qu'il en avait besoin, donc c'est bien que ce soit quelque chose qu'on puisse activer aussi à merci, de temps en temps les outils le permettent. Donc ça c'est vraiment la partie gestion des idées. Petit à petit on va s'ouvrir vers l'externe, donc il y a des plateformes, ce qu'on appelle le crowdsourcing aussi, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce terme là, mais qui pour le résumer permet donc via un outil de s'adresser au grand public. C'est beaucoup de sociétés qui sont en B2C qui essayent de faire ça en disant je vais dire tiens, on a plein de clients, on a un opérateur, 3e opérateur télécom français, bon, bientôt le 2e si Bouygues les rachète finalement. On a plein de clients et on a plein de produits et services à tester. Puis eux en l'occurrence SFR était très en avance sur on va faire travailler des startups avec nous. Donc ils avaient lancé un start-up programme où ils prenaient 10 startups chaque année pour les aider, faire de la promotion, leur donner des conseils techniques, marketing, etc. Après ils ont lancé un fonds d'investissement pour investir eux-mêmes dans des startups qui s'appelle SFR Développement. Vous voyez, tout ça c'est des mécaniques d'open innovation dont je vous parle et qui peuvent être lancées dans n'importe quelle entreprise. Et puis ils se sont dit, bon au début on va leur faire tester des applications SFR, la nouvelle box SFR, etc. C'est sympa. Puis après, ils se sont dit, mais pourquoi se cantonner à nos clients, c'est trop bête. Donc on va ouvrir à n'importe quelle personne qui est un petit peu technophile quand même, parce qu'on est quand même sur des services ou des produits qui sont un peu techniques, qui sont un peu technologiques. Mais on va ouvrir à tout le monde, a priori. Et en 3 ans, ils ont monté. Maintenant, aujourd'hui, l'atelier SFR, c'est 50 000 bêta-testeurs en France, qui peuvent activer à merci sur des petites campagnes. Donc soit une de leurs startups a besoin de tester une application, hop, ils lancent l'application en test sur leur plateforme, les gens viennent tester, font leur remontée. Le bêta-test, ça s'arrête pas là, ça peut être un test sur un prototype aussi, avant même que le produit existe. Sur un produit existant, ça peut être un test pour amélioration, pour mise à jour. Et donc ils ont non seulement ouvert à d'autres personnes que leurs clients, mais maintenant ils commencent à ouvrir aussi à des grandes entreprises partenaires. Ils ont récemment travaillé avec Canal+, qui voulait faire tester sa nouvelle box. Et donc ils ont fait ça par l'intermédiaire de cette plateforme. Donc vous voyez qu'on est aussi dans des plateformes collaboratives, mais qui ont plus une vocation externe, même si, et là je mets un petit bémol, on pourrait tout à fait faire des bêta-tests avec les personnes de son organisation. Ce serait possible aussi. Donc tout ça pour vous dire quoi? Il y a beaucoup de typologies d'outils qui sont différents, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit l'outil, la démarche, elle est à chaque fois la même si on veut que ça fonctionne. Et c'est celle que je vais vous donner maintenant. Ce petit effet de suspense. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse de toute façon à des humains qui ont les mêmes réflexes culturels au sein de leur organisation, qui ont les mêmes inquiétudes. Et donc ces gens-là, il faut qu'on arrive à leur faire intégrer des nouveaux usages de la communication. Et il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que la communication aujourd'hui, elle passe peut-être par le biais de ces outils-là. Alors juste quelques chiffres factuels aussi pour vous donner une notion de la réalité aujourd'hui. C'était une étude de l'IDC qui date de l'année dernière, et donc qui a pris un panel d'un millier d'employés, d'accord, en Europe, et qui cherchait à mesurer combien de temps les gens passaient chaque semaine à faire un certain nombre de tâches. Donc pour l'employé moyen, chaque semaine, il passe 9,5 heures à chercher de l'information. C'est ce qui ressortait de cette étude. Donc chercher l'information, c'est pas simplement cruncher le web pour trouver des sites intéressants, etc. Ça peut être aussi discuter dans les couloirs, à la machine à café, aller voir mon collaborateur sur un sujet spécifique. Mais en tout cas, je suis dans la démarche de recherche d'information pendant quasiment 10 heures chaque semaine. Donc plus d'une journée. Donc ça, c'était une première notion qui était importante. La deuxième, c'était comment je fais. Alors celle-ci, vous allez voir qu'elle pose problème. Combien de temps je passe pour retrouver une information
que j'ai déjà repéré, mais que j'ai perdu. 8,3 heures à retrouver une information que j'avais déjà chaque semaine. Donc je passe en gros chaque semaine une journée à retrouver quelque chose que j'étais censé trouver facilement ou déjà avoir. Enfin, combien de temps je passe par semaine à recréer une information qui existe déjà, à refaire un joli document ou une jolie présentation qui avait déjà été faite 10 fois, 3 heures environ par semaine. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que déjà, on se rend compte qu'il y a des faiblesses dans une organisation, et d'autant plus quand leur taille a tendance à exploser, et que aujourd'hui les collaborateurs, ils ont besoin de nouvelles méthodes de partage de la connaissance et de transmission de l'information. Ces outils peuvent en être une solution parce qu'ils auront vocation à être universels, à intégrer tous les collaborateurs de l'entreprise, et même si vous allez faire des différents groupes qui sont peut-être un peu privatisés, vous pourrez d'une manière ou d'une autre avoir quand même une communication transversale auprès de tous vos employés et leur permettre d'agréger tout un tas de choses aussi. Ces outils-là sont aussi des outils d'agrégation documentaire, ils le deviennent de plus en plus. Vous avez notamment probablement entendu parler d'outils beaucoup plus robustes et puissants que ces solutions-là au départ, comme SharePoint de Microsoft, qui sont avant tout des grosses bibliothèques multimédia et documentaires, dans lesquelles aujourd'hui Microsoft essaye d'injecter une dimension sociale et collaborative, notamment en page d'accueil, ce qu'ils n'avaient pas nécessairement au départ. Mais l'outil d'IBM s'y prête très bien aussi. Il y a pas mal d'outils qui étaient déjà en train de révolutionner l'organisation SI même, et l'architecture SI. Quand j'étais chez GRDF il n'y a pas longtemps, ça va vous parler, eux ils avaient un problème déjà de territoire, parce que GRDF c'est 8 régions découpées, ils ont découpé la France en 8 régions, et puis il y a eu un rapprochement avec EDF, donc ils avaient des anciens d'EDF et puis des personnes de RDF. Ces gens-là n'avaient pas les mêmes postes de travail, pas les mêmes systèmes d'exploitation, pas les mêmes navigateurs. Et ils devaient trouver un moyen de mettre un outil collaboratif à disposition pour tout le monde, ce qui était impossible, parce que ceux qui étaient sur Internet Explorer ne pouvaient pas se connecter, ceux qui étaient sur Google Chrome pouvaient, etc. Donc c'était un micmac pas possible. Et ce qu'ils ont décidé de faire, eux, entre autres, pour essayer de commencer à solutionner ce problème, au-delà de l'outil qu'ils ont utilisé, ils utilisaient donc un SharePoint et derrière un Office 365 aussi, donc un autre outil que vous connaissez peut-être, qui permet d'avoir aussi cette gestion documentaire riche et cette formation de groupe de discussion. Ils ont décidé de lancer un dispositif de correspondant innovation. Ils se sont dit, plutôt que d'essayer de lutter en interne et à l'échelle de la direction nationale pour déployer ce type de dispositif, il faut qu'on ait des relais locaux qui parlent un peu avec les personnes de notre organisation qui travaillent dans les différentes régions pour remonter les problèmes, mais aussi pour nous permettre de remonter les problèmes pour qu'on sorte d'un problème qui est symptomatique dans l'IT. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, que je trouve problématique, c'est que l'IT aujourd'hui, dans la perception en tout cas que moi j'en ai et que mes clients en ont, c'est qu'elle passe au moins les 2/3 de son temps à résoudre des problèmes, à gérer ce qu'on peut appeler les irritants, ou toutes les problématiques techniques qui peuvent avoir lieu dans l'organisation. Là où moi, je vous donne mon point de vue personnel, donc je me mouille un petit peu, je considère que sur ce type de déploiement d'outils, l'ASI devrait être au centre de ces décisions-là et de cette autorité-là, pour éviter plein de problèmes. Il se trouve que dans la pratique, aujourd'hui, sur les peut-être 60 clients chez qui on a pu animer et déployer ce type des outils, quels qu'ils soient, parce qu'on n'est pas affilié à un outil en particulier, on est plutôt là pour que ça marche. Sur ces 60 clients, il y en a à peu près peut-être 1 ou 2 qui étaient des initiatives de la DSI, et où la DSI était intégrée dans ce processus. Pour tous les autres cas, la DSI n'était même pas au courant. Pour vous dire à quel point c'est problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations ont tendance à bypasser les DSI pour 2 raisons très simples. La première, c'est que au début, quand ces outils ont commencé à être intégrés, on était plutôt dans une logique d'intégration SI, en se disant on va faire en sorte que l'outil soit branché chez vous pour sécuriser les données, pour que ce soit hébergé au sein de votre organisation et sur vos propres serveurs. C'était des solutions qui coûtaient des 1000 et des 100. C'était vraiment du tout au tout. Une solution en SaaS aujourd'hui, vous pourriez l'avoir, c'est souvent des tarifs par utilisateur et par mois,
mais globalement, pour entre 30 et 50 000 euros l'année sur une organisation d'un millier de personnes, c'est une solution que vous pouvez avoir. 50 000 euros l'année quelque part, hébergé dans le cloud. Si vous commencez à l'intégrer chez vous, ça coûte déjà 100 000 euros. C'est du simple au double, parce qu'ils vont vous argumenter qu'il faut aller tout brancher chez vous, que c'est compliqué, ça prend du temps, il y a des intégrations spécifiques, etc. Et je ne vous parle pas de la complexité côté SI, pour essayer d'harmoniser ça par rapport à un parc informatique déjà existant. Toujours est-il que aujourd'hui, les SI ont été un petit peu mis sur le côté. Moi, c'est le constat que je fais depuis ces 6 ans que je suis. Le cabinet pour lequel je travaille a été créé en juillet 2008 et j'avais rejoint à la création. Donc j'ai vu un peu l'évolution de ces discours-là. Au début, on allait dans les organisations en disant les outils collaboratifs, il y a plein de belles choses. On dit oh là là, attendez, la sécurité elle est où? En plus, on n'est pas sûr que ça fonctionne très bien. 6 ans après, ça a un peu changé. Tout le monde en parle, donc on se dit ok, c'est quoi ce truc-là? Puis on a des clients qui viennent nous voir, type Orange, qui nous disent alors on a un problème, nous, c'est qu'on a fait une petite étude récente au sein de notre organisation et des outils réseaux sociaux d'entreprise, on en a 40 différents dans l'organisation. Ah ben vous êtes plutôt pas mauvais parce que dans le monde il doit y avoir 80 solutions, donc c'est pas mal, ça fait un beau ratio. Et dit voilà, mais elles intercommuniquent pas entre elles, chaque département prend sa petite initiative, le marketing sort son petit outil, et puis les commerciaux, la direction commerciale en prend un autre, etc. Personne ne se parle. Pourquoi aussi? Parce que la DSI n'était pas impliquée au départ. La DSI au tout début était impliquée chez Orange où elle devait donner un aval sur un type d'outil. Comme aujourd'hui, un prestataire, quel qu'il soit, doit être validé par les achats et être référencé pour avoir le droit de venir travailler dans l'organisation. Bah, c'est pareil, eux ils mettaient un label sur un outil en disant ok. Mais après, tout le monde pouvait s'en servir allègrement ou pas. Et puis il y avait plein d'outils qui avaient un label. Donc finalement, une fois que la DSI avait fait ça, on les mettait un peu de côté et puis chacun faisait sa petite popote. Résultat des courses, 6 ans après, c'est juste un problème mais monstrueux chez Orange. Ils ont 40 réseaux, il n'y en a pas un qui fonctionne, il n'y en a pas un qui est utilisé correctement. Et donc ils ont dépensé des millions d'euros concrètement en licence en tout genre. Et donc eux ils sont dépassés par ce truc là parce qu'on est en train de surfer sur cette vague et ils disent attendez, nous on essaye depuis 5 ans, ça marche pas. Et donc souvent on a des clients aussi qui nous appellent après en disant attendez, moi j'ai pris un outil, il m'a coûté 50 000 euros, je l'ai branché, j'ai mis de la lumière à l'intérieur, j'ai dit à tout le monde super, mes 500 collaborateurs, un super outil pour vous, high-tech, qui a toutes les options sociales que vous pouvez souhaiter. J'ai ouvert les portes, personne n'est venu. Alors il y en a qui sont venus pendant une semaine, ils étaient curieux, puis alors le truc s'est retombé comme un soufflé. Et donc nous on continue à payer les licences, les gens ils continuent à utiliser leur mail, des fois à mauvais escient aussi, parce qu'on sait que les gens ne savent pas forcément toujours utiliser les mails correctement. Et donc on ne sait pas quoi faire, on est en train de perdre de l'argent, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc systématiquement, on va regarder et on se dit ok, reprenons la genèse, qu'est-ce que vous avez fait au démarrage? Qui est intégré dans cet outil? Vous l'avez ouvert à qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Et systématiquement, on se rend compte que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et que ça ne pouvait pas prendre. Déjà, le premier effet, c'est l'effet coquille vide. Une plateforme de ce type-là, le problème quand vous l'ouvrez à une organisation, c'est que si vous l'ouvrez mais qu'il n'y a rien dedans, bah les gens, ça va vite les désintéresser parce que spontanément, ils ne vont pas forcément savoir quel est l'usage derrière. Donc, la première méthode, c'est d'apporter du contenu sur cette plateforme. Ça, c'est très important. Quand je dis contenu, c'est du document, bien sûr, une base documentaire importante pour que les gens retrouvent leur petit un peu déjà dans cet outil en se disant tiens, ah bah je sais que les modèles types de documents, ils sont déjà postés là, donc je pourrais les retrouver aussi, je n'ai pas à aller les chercher dans l'intranet. C'est aussi des discussions. Quelque chose qui est vivant, ça attire plus les gens qu'une jolie salle vide, même si elle a des belles lumières. L'effet vitrine, ça fonctionne partout. Donc, l'idée, c'est d'avoir des discussions riches autour des thématiques de votre entreprise. Et pour ce faire, il y a une première approche qui est ultra importante, c'est de commencer modestement. On n'ouvre jamais un réseau social d'entreprise à tout le monde du premier coup. Ça ne peut pas fonctionner. C'est voué à la catastrophe dès le départ. Donc ce qu'il faut faire, nous ce qu'on fait systématiquement, et je peux vous dire en toute objectivité que ça fonctionne à chaque fois, ça prend un petit peu de temps, mais c'est de trouver ce qu'on appelle un réseau de champions. Réseau de champions, ce sont des collaborateurs peut-être particulièrement motivés dans l'organisation, ou des gens qui ont une influence aussi par rapport à des pairs et qui pourraient
du coup avoir un intérêt à être intégrés tout de suite dans cette espèce de, on pourrait appeler ça une phase pilote, et donc on va prendre en fonction de la taille du panel à rentrer au final sur la plateforme, on va prendre en général 10% de ce panel-là. Si vous avez par exemple 1000 personnes à intégrer dans un réseau social, bon, bah, vous allez en prendre une centaine, et avant de prendre ces centaines-là, vous allez peut-être commencer déjà par 20 personnes très privilégiées, puis vous allez leur faire passer le message à leur réseau pour arriver à une centaine de personnes. Ces centaines de personnes-là, vous allez dire, ok, pendant 1 mois et demi, la plateforme est fermée, c'est entre nous, et on va vous driver via des projets spécifiques pour que vous commenciez à discuter sur la plateforme, à échanger. On va vous former, parce que l'utilisation pourrait sembler assez simple. On sait utiliser Facebook, on sait utiliser ces outils-là, mais on se rend compte finalement que dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment comment l'utiliser, en tout cas de la manière la plus efficace possible. C'est des outils qui ont toutes les fonctionnalités d'un Facebook très simple. Je commente, je like, ça on sait utiliser le like. Je peux aussi éventuellement partager une information avec quelqu'un, d'accord, très bien. Mais au-delà de ça, comment je me fais notifier par email, qu'est-ce que je mets derrière, les gens ne savent pas utiliser ça. Donc il faut former les gens. Il faut former donc, avec quelqu'un qui connaît bien l'outil, qui peut être la personne qui vous vend l'outil, par exemple, et lui dire, vous venez faire des sessions de formation, alors pas à toute l'organisation, c'est pas obligé. Venez le faire à ces 20, 50, 100 personnes privilégiées. Vous les prenez 20 par 20, ça me fait 5 sessions de formation, c'est pas très compliqué, vous les prenez une demi-journée, et vous leur expliquez comment l'outil fonctionne du point de vue utilisateur. Une fois qu'on a mis ça en place, les gens, on va leur donner des objectifs sur 1 mois ou 1 mois et demi en disant, essayez d'aller lancer quelques nouvelles discussions, d'aller commenter vos collègues, et puis essayez de traiter tel ou tel sujet dans un groupe de discussion séparé, etc., etc. Vous leur donnez des actions à faire, ce qui fait que ces gens-là vont travailler, et puis au bout d'1 mois et demi, vous allez retrouver une plateforme qui a déjà plein de vie, quoi. Qui a déjà plusieurs centaines de contributions, qui a déjà plusieurs, peut-être milliers de commentaires, parce que ça va très vite. Et donc les gens qui vont aller sur cette plateforme, déjà ils vont comprendre par la lecture, ils vont aller consulter, ils vont être rassurés, ils savent qu'ils ne sont pas obligés de s'exposer tout de suite, mais ils vont essayer de comprendre en naviguant sur la plateforme. Il y a des choses à regarder en tout cas. Et donc petit à petit, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire prendre la sauce. Alors c'est pas la seule règle, mais ça c'est la première. Pensez bien à faire une phase pilote avec un panel limité de personnes. N'oubliez pas que les grands objectifs d'un RSE, c'est d'accélérer la communication, d'accord? On veut une entreprise qui est plus réactive, qui est plus apte au changement. C'est de bien sûr mieux communiquer, de manière transversale comme je vous le disais, de faire de la veille, de partager l'information avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de le faire aussi. C'est d'identifier des experts, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. L'identification d'experts, c'est ultra important. Orange, certains de ces réseaux ne fonctionnaient pas, mais un jour ils avaient un exemple très parlant. Ils avaient un problème technique sur ce qu'on appelle le jailbreak des iPhones. Donc c'était à l'époque où ils avaient l'exclusivité sur iPhone, sur la vente d'iPhone en France, qui avait payé très cher à Apple d'ailleurs. Et puis le problème, c'est qu'il y avait des petits malins qui arrivaient à trafiquer et démonter les téléphones pour les rendre transmissibles sur une autre carte SIM, et ils mettaient leurs petites vidéos sur YouTube pour partager avec les copains. C'était plus sympa. Donc eux, c'était en train de tuer leur business, clairement. Donc ils se sont dit, est-ce que nous, on peut intégrer quelque chose sur l'iPhone? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème-là? Et on sait que ce sera qu'une question de mois, bon, ça va nous donner un répit, mais au moins, ça peut nous faire gagner des centaines de milliers d'euros. Et donc ils en ont parlé sur cette plateforme à l'époque, et ils ont trouvé un opérateur réseau, donc qui était quelqu'un qui venait plutôt réparer les problèmes de réseau dans le sud-ouest de la France, mais il se trouve que ce gars-là, le dimanche, sa passion, c'était de démonter des iPhones. Et donc ils ont discuté par cet outil, ils l'ont identifié, le gars leur a dit, attendez, c'est simple, le problème, comment ils ont réussi à trouver la petite tangente dans l'iPhone pour réussir à jailbreaker le téléphone, elle est là. Donc nous, il faudrait peut-être qu'on arrive à intégrer telle ou telle chose. Il a donné une solution technique, ils ont changé tout le parc, qui était encore en vente, et ils ont réussi à gagner 6 mois, où là il y avait moins de problèmes justement, où les gens partaient de chez l'opérateur avec leur iPhone, étaient tout contents. Ou en acheter un aussi où ils pouvaient mettre une SIM Orange sans l'avoir acheté chez eux, ce qui leur coûtait beaucoup plus cher. En tout cas, ça leur faisait perdre beaucoup d'argent. Donc tout ça pour vous dire quoi? On peut identifier des petites expertises dans l'organisation, mais qui sont insoupçonnées. C'est aussi la vocation de ces outils-là. Une autre vocation de cet outil, c'est de fédérer. On a envie d'augmenter le sentiment d'appartenance à la société. Aujourd'hui, très récemment, il y a une étude qui a été publiée qui disait que le facteur numéro 1 qui faisait rester dans une entreprise, ce n'était pas le salaire,
c'était le sentiment d'appartenance et le bien-être dans l'entreprise. Donc bien sûr, on est d'accord qu'il y a d'autres vecteurs qui seront tout aussi importants, mais tout ça pour dire quoi? Que s'il y a une transparence de l'information, s'il y a une mise en avant des collaborateurs, si on sait apporter une reconnaissance à vos compétences et vous mettre en avant sur un outil de ce type, c'est d'une puissance monumentale. Si vous vous retrouvez à la une d'un outil collaboratif qui est partagé par vos 1000 collaborateurs, avec votre jolie photo en disant merci à tel collaborateur pour avoir permis de solutionner tel problème, il y a des gens, c'est une reconnaissance ultime pour eux, ça leur donne une vraie envie de continuer à donner pour l'entreprise, et c'est ça qu'on a envie de créer petit à petit, c'est de créer l'engagement chez les gens. Il y a un conférencier que j'ai vu 2-3 fois sur Paris, que j'aime beaucoup, et qui a tendance à faire cette métaphore de la différence entre collaboration et engagement, et pour ça il parle des œufs au bacon. Et il dit dans les œufs au bacon, bon, la poule, elle collabore, d'accord, elle a donné son œuf, mais le porc, il s'engage, il a donné un morceau de sa cuisse. Et donc, toute son idée, c'était juste de dire comment dans l'entreprise vous transformez les gens en cochons, quoi. Il faut que les gens s'engagent. On veut plus de poules dans l'entreprise, on veut des cochons. Et donc moi, j'ai toujours trouvé cette image très jolie parce que finalement, comment on crée l'engagement dans l'entreprise? Un des vecteurs, c'est ce type d'outil parce qu'on montre aux gens qu'on s'intéresse à eux, qu'on a envie d'entendre ce qu'ils ont à dire, qu'on leur donne aussi des outils qui sont censés être plus dans l'air du temps, pour qu'ils gagnent du temps. Et là, j'en viens à un problème que vous évoquiez tout à l'heure, qui est le problème du gain de temps, justement. Parce que sur du court terme, ça ne fonctionne pas. On se dit, bah non, je ne gagne pas de temps. Je suis désolé, je fais tout en doublon. Puis moi, j'ai beaucoup d'activités. Je suis déjà surbooké avec toutes les choses que j'ai à faire pour mon département, pour l'organisation. Je ne peux pas en plus essayer d'aller faire vivoter un groupe. Ce n'est pas possible. Et ce sera systématiquement le même problème. On ne gagne du temps qu'à moyen terme. On ne peut pas gagner du temps à court terme. En revanche, à moyen terme, on commence à en gagner. Et sur du long terme, c'est complètement différent. Vous allez non seulement gagner du temps, mais vous allez aussi gagner en efficacité, parce que vous allez pouvoir détecter plus rapidement les gens qui pourront vous aider sur des tâches très personnelles. Mais ce qu'on explique aux gens, et c'est ce qui est difficile à accepter pour eux, c'est que ça prend en général plusieurs mois. Il y a un schéma que je vous aurais bien dessiné, mais à part si je fais de la buée sur la vitre, j'y arriverai pas, on appelle ça le cycle d'apprentissage justement sur ce type d'outil, et qui montre que au début la courbe monte comme ça pendant le premier mois. J'ouvre un outil, c'est génial, hein. Pendant le premier mois c'est un petit peu l'effet papillon avec la lumière, tout le monde s'approche, j'ai regardé, et puis tout le monde est curieux hein, spontanément, donc les gens y vont. Et puis ensuite au bout d'un mois, si on ne fait pas les bonnes choses, clac, j'ai la courbe inverse, c'est-à-dire que ça commence à chuter de manière vertigineuse vers le bas, c'est-à-dire que tout le monde s'en va. Ok, j'ai regardé, je suis curieux, ok, ça me fait perdre du temps, c'est sympa, mais c'est un peu gadget, je vois pas l'intérêt pour moi. Donc ça veut dire dans une situation où il n'y a pas d'accompagnement, pas de formation, on n'a pas pris le temps de monter d'abord un petit panel de champions avant de faire rentrer les gens sur quelque chose avec du contenu. Si on ne fait pas toutes ces petites choses-là, bon bah les gens, ils ressortent. Si on arrive à inverser la courbe, donc là ils sont dans une phase de rejet, hein. Et c'est systématiquement comme ça avec la technologie. La première fois, on a donné un téléphone portable à quelqu'un, il était curieux, il a dit tiens c'est génial, il n'y a pas de fil en plus, c'est cool, et puis je peux me balader dans la rue avec. Puis il a commencé à appeler, à tester un peu les fonctions, puis il s'est dit oui, enfin moi je téléphone depuis 40 ans, je téléphone depuis chez moi. Enfin, donc je m'en fiche finalement, quand je suis chez moi, c'est le seul endroit où j'appelle, j'ai mon fixe, c'est sympa, c'est un peu gadget, mais j'ai pas trop d'utilité. Donc ce type d'outil même était rejeté. Alors vous imaginez, aujourd'hui, on pourrait plus se passer d'un téléphone portable. Mais le premier réflexe des gens, c'est le rejet. Et si on les accompagne bien, ils vont commencer enfin à rentrer dans un cycle d'apprentissage. Qui est le plus important, c'est le cycle où on leur dit, attends, cet outil, il peut t'apporter des choses individuellement et collectivement. Et donc même toi, sur tes petites problématiques métiers à toi, très spécifiques, il y a des choses qui peuvent être réglées par l'intermédiaire de différents groupes d'influence ou de discussion, par l'intermédiaire de gens avec lesquels tu vas pouvoir te connecter, mais qui travaillent peut-être dans une autre ville, mais qui sont aussi des employés du groupe. Apprends à te connecter à ces gens-là, et puis on va t'accompagner dans la compréhension de ce que ça peut t'apporter. Et puis rends-toi compte, aujourd'hui, on dit que l'email c'est génial, l'email ne sera jamais mort, ne sera jamais tué par ce type d'outils. Aujourd'hui, on a un problème de fonctionnement des emails. Alors les emails dans les grandes organisations,
Donc je mets qui? Genre je mets mon N+3 en copie, et puis derrière je mets mon N+2, mon N+1. Ah, puis non, lui, il ne faut pas que je le mette, donc je vais le refaire un mail à part parce que c'est politique, il ne faut pas qu'il soit dans le même mail. Il y a des fois où les mails, c'est pas si simple que ça. Il y a quelqu'un un jour qui me disait, non mais attendez, le problème de ces outils-là, c'est que, elle est où la sécurité de l'information? Moi je perds demain, vous me dites que cet outil est hébergé dans le cloud, en plus c'est pas chez nous. Qu'est-ce qui me dit que quelque part l'éditeur il peut pas faire une connerie un jour et puis j'ai une perte d'informations. L'information elle part sur le web, qu'est-ce que je fais? Ben, je réponds très simplement, le risque zéro n'existe pas, mais il n'existe pas plus avec le mail. Si moi demain je prends le document le plus confidentiel dans mon entreprise et que je décide de shooter à mon oncle, ma tante et puis à mes amis Facebook parce que je me suis trompé d'email, ça part aussi vite. Hein. Et à qui ça n'est pas déjà arrivé? Moi ça m'est déjà arrivé d'envoyer une proposition, c'était pas très grave, une proposition commerciale, c'est avec l'autocomplétion. Je tapais Fabien quelque chose, ça m'a tapé le mauvais Fabien, j'ai envoyé. Bon bah après vous êtes mal, vous n'avez plus qu'à dire bon ce document ne t'était pas destiné, merci de le détruire. Vous savez que du coup il va allègrement l'ouvrir parce que par curiosité quand même. Bon, il n'y avait rien de trop confidentiel, mais donc comme quoi l'erreur par email elle est aussi plausible. Hein. Donc c'est un faux problème quelque part. Il faut juste faire confiance à ce type d'outils. Puis l'avantage de ces outils-là, c'est qu'ils sont quand même cloisonnés. Et a priori, moi, à ma connaissance, ce type de risque n'a pas encore été mesuré. D'autant moins qu'aujourd'hui, l'ouverture à l'externe est en train d'émerger. Mais aujourd'hui, ce sont des outils qui sont utilisés beaucoup en interne. Et puis petit à petit, ils disent tiens, je vais ouvrir un groupe peut-être externe. Un exemple, j'ai déployé ce type d'outil à l'UNEDIC, juste après la création de Pôle emploi. Donc à la création de Pôle emploi, où l'ANPE et les ACDIC ont fusionné, l'UNEDIC c'était ceux qui décident avec le gouvernement, les instances gouvernementales, ils décident des montants qui vont être distribués ensuite par anciennement les ACDIC, et donc des indemnités. À l'époque, ils étaient 10 000. Quand Pôle emploi a été créé, ils sont passés de 10 000 à 100 personnes. Il y a des gens qui sont partis chez Pôle emploi, d'autres qui sont partis de l'organisation, et donc ils ont été refusionnés d'un organisme un petit peu différent et hybride de 100 personnes. Donc c'était une révolution totale pour eux. Donc ils ont voulu mettre un réseau social en place pour les aider justement à garder le lien et puis à fonctionner de manière encore plus agile, vu qu'ils avaient gagné quand même beaucoup de possibilités grâce à la réduction de la taille de l'organisation. Et eux, ils ont dit très rapidement, nous on a un rôle de communication auprès des journalistes. Donc je vois un groupe fermé avec les journalistes, et puis plutôt que d'envoyer des mails à tout va, je viendrai parler que dans ce groupe-là. Les journalistes viendront capter l'information là où je leur donne. Très bien. Bon, et puis j'ai besoin aussi d'avoir des juristes. Hein. On a des experts juristes qui ne sont pas forcément dans l'organisation. Et de temps en temps, j'ai des problèmes juridiques forts, il faut que j'ai des expertises. J'aimerais bien pouvoir dialoguer avec eux dans cet outil-là. Pourquoi pas? Donc c'est ce qu'ils faisaient. Et donc là, vous voyez qu'on peut ouvrir à l'externe de manière sécurisée et faire des choses. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on est dans le management du changement, comme je vous le disais, donc il faut des impulsions. Aujourd'hui, les gens dans l'organisation, ils ont besoin de modèles. Il y a deux façons de fonctionner, c'est soit le bâton, soit la carotte. Hein. Donc soit on leur dit, venez participer, c'est une nouvelle dynamique innovante pour l'entreprise. Les gens qui contribuent beaucoup, on essaiera de les récompenser d'une manière ou d'une autre, alors pas toujours en donnant de l'argent, hein, parce que c'est pas une fin en soi, mais peut-être en leur donnant de la reconnaissance, de la visibilité, de la mise en visibilité peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre les gens en avant, etc. Mais aussi de leur dire, peut-être aussi on peut leur dire, si vous ne venez pas, ça pourra faire partie de vos objectifs. Je connais des gens du middle management dans certaines organisations, on leur a dit, c'est objectiver ta participation. Et j'ai des gars qui mesurent, donc je saurai si tu es venu te connecter sur la plateforme. Je considère que ça fait partie de tes prérogatives aujourd'hui, et donc j'exige que tu montres l'exemple à tes équipes en allant sur la plateforme. Alors ça c'est un peu violent. Il y a une manière moins violente, c'est donc des personnes assez haut placées dans l'organisation. On leur dit, il faut montrer l'exemple. Si le grand patron il vient jamais sur la plateforme, comment vous voulez faire comprendre aux employés que c'est un endroit où on peut lui parler, qui est transparent, où tout le monde échange? Vous ne montrez pas les bons exemples. Donc il y a certains patrons qui disent, oui, moi j'ai pas trop le temps d'aller discuter, mais je vais me connecter, je vais venir lire, puis je vais venir liker. Et simplement quand il venait liker un post, vous voyez, dire j'aime bien, etc., il y avait son nom qui s'affichait. Les gens étaient fiers. Le grand patron, il a lu ma contribution. Du coup, les gens s'automodèrent aussi sur ce type de plateforme. Ils disent attention, les patrons regardent. Donc, vous n'avez même pas besoin de modération sur ce type d'outil.
personne ne dit des choses complètement insensées sur ces plateformes-là. Ils ont leurs photos, leur nom, et les patrons regardent. Je peux vous garantir que l'automodération, elle marche très très bien. En revanche, le modèle aussi peut venir de votre management. Le management qui vous dit, vous savez quoi, sur ce projet-là, j'ai ouvert un groupe de travail sur cette plateforme. Si à partir d'aujourd'hui, si je reçois un mail sur ce sujet-là, je ne l'ouvrirai pas. Dès que vous avez un document à partager, une interrogation, quelque chose que vous souhaitez échanger sur ce sujet-là, vous venez le faire dans ce groupe. Et seulement dans ce groupe. Donc moi, je suis très tranquille, comme ça je sais que une fois par jour, je vais aller en fin de journée me connecter dans ce groupe-là et toutes les informations qui auront été échangées, elles seront là. Et je les trouverai de manière un peu structurée en discussion. Parce que vous êtes d'accord avec moi, de temps en temps, dans les emails avec les discussions à rallonge où il faut qu'on déplie le truc et qu'on le déroule. Parce qu'au début de la discussion qu'il y avait eu un mois avant pour comprendre un peu le contexte, enfin, c'est juste une panique totale, quoi. C'est pas forcément toujours aussi simple qu'on voudrait. Donc là, ils disent, bah, les règles sont simples. C'est le seul endroit où on parle de ça. Et donc du coup, ça fait quoi? Ça commence à désengorger leur boîte mail sur certains sujets. Et puis, ils capitalisent l'information sur un endroit de discussion qui est plus efficace et qui est partagé par tous tout de suite. Donc à chaque fois de curiosité, d'adoption au début, effectivement, ça dure un mois. Le rejet, plus vite vous l'arrêtez, mieux c'est, mais ça peut durer entre 2 semaines et un mois. Mais donc il faut le corriger très vite. La courbe d'apprentissage, elle prend 8 à 10 mois. Ça prend du temps d'éduquer les gens. Au début, les gens vont faire l'effort, et puis au bout de 2 mois, ils vont dire « Attends, je vois toujours pas les résultats, je vais pas continuer à faire des efforts là-dessus. » Donc c'est un effort au quotidien. Ce qui amène une autre chose qui est ultra importante, et que je voulais vous préciser aussi, c'est qu'on ne peut pas utiliser ce type d'outil sans l'animer. Cet outil ne peut pas exister sans animation. Tout le travail que nous on fait d'ailleurs, c'est un travail d'animation, et c'est là où on trouve notre valeur ajoutée. Et quand je parle de travail d'animation, c'est un travail à temps plein. Et c'est ça qui fait souvent peur à nos clients, c'est un travail à temps plein. Alors, c'est pas très grave, on n'est pas obligé d'aller chercher un prestataire pour faire ça, bien heureusement. D'ailleurs, la solution la plus vertueuse, c'est plutôt d'avoir quelqu'un au sein de son organisation qui connaît très bien l'organisation et qui fasse ce travail d'animation. Il faut savoir que pourquoi c'est véritablement un temps plein. Donc je vais vous expliquer. Nous, on a tendance à dire que le community management, il est découpé en 4 grandes tâches. Un animateur de communauté d'innovation, hein, je dis innovation pour les différencier des community managers de réseaux sociaux, Facebook, etc., qui sont plutôt dans la gestion de la marque de l'entreprise à l'extérieur. C'est encore différent. Là, on veut parler des ambassadeurs en interne de ce type d'outils et qui font prendre la mayonnaise. Ces gens-là, ils doivent recruter. Ils doivent vérifier que les nouveaux arrivants dans l'entreprise, ils vont avoir un accès à la plateforme, au même titre que les gens qui s'en vont ont peut-être un accès qui est fermé, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'ils gardent l'accès à des informations trop confidentielles. Il faut vérifier que les gens sont intégrés dans les bons groupes. Et pour peu que vous fassiez les choses par étapes, il va falloir faire plusieurs étapes de recrutement. Ça prend du temps. Ils doivent eux-mêmes publier, apporter le message par l'exemple, les différents effets, et puis faire remonter les points de vigilance. Il faut qu'on suive de manière assez assidue les statistiques de la plateforme, notamment les connexions, le nombre de publications. Est-ce que dans ce groupe-là, il y a beaucoup de gens qui commentent ou pas? Combien il y a d'inscrits? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'inscrivent à ce groupe-là ou pas? Est-ce que les gens qui publient tel ou tel type de contenu génèrent plus de trafic, plus de lecture? Du coup, on commence à voir quels sont les leviers d'animation, peut-être. Des choses qui marchent très bien, des leviers d'animation qu'on utilise souvent. Des mises à la une d'experts, par exemple. C'est ce qu'on fait chez Michelin. Souvent, ils nous disaient, Michelin, ils ont ouvert une plateforme interne et externe, en disant, on veut parler avec les experts de la mobilité urbaine. Donc les fabricants, d'accord, automobiles, mais aussi tous les industriels qui gravitent autour de cette industrie. Et on veut parler de la mobilité urbaine durable à horizon 2030. Et on aimerait que ce devienne la plateforme de référence de ces discussions-là. Et puis on va faire un événement à Chengdu en Chine à la fin de l'année, où on va inviter le Premier ministre chinois et puis tous nos partenaires industriels. On va faire tout un tas de démonstrations sur les nouvelles innovations de Michelin. Mais on aimerait aussi que ce soit un endroit où on publie notre lecture de la ville de demain avec une nouvelle mobilité urbaine intégrée, les péages urbains, toutes ces problématiques-là qui sont traitées, si vous voulez. Ils disent, mais on veut que les gens, les experts, même de l'externe, qu'on ne connaît pas, viennent discuter. Donc on va ouvrir une plateforme et on va demander à ces gens de venir. Mais les gens, ils ne viennent pas comme ça spontanément, même si vous communiquez à grands coups de référencement Internet, voire même de spots télévisés. Je ne suis pas sûr que la cible soit là. D'ailleurs, ils ne le font pas.
Par contre, on fait des mises en avant, par exemple, d'experts, qu'on relaye sur les médias sociaux. Là, je fais un tout petit parallèle par rapport, enfin, je me rapproche de ce que vous disiez tout à l'heure. Le lien avec les médias sociaux, il est que là. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Un Facebook, un LinkedIn, etc. et ce type d'outils, ils sont à utiliser de manière totalement différente et ils n'ont rien à voir ensemble. En revanche, dès que votre plateforme a une vocation à être ouverte à l'extérieur, et que donc il faut que vous arriviez à ramener, à recruter du public de l'extérieur, peut-être du public avec une certaine expertise. Dans ce cas-là, Facebook peut-être pas, mais Twitter très certainement, LinkedIn et Viadeo encore plus, sont des outils et des médias que vous devez utiliser avec des liens vers votre plateforme, vers la page d'inscription, pour essayer de drainer un nouveau vivier d'experts, etc. Donc là, dans une logique d'ouverture, effectivement, les médias sociaux grand public, entre guillemets, et orientés professionnels, peuvent avoir une utilité. Dans le reste des cas, pas spécialement. Donc vous voyez, il y a différentes fonctions d'animation, et toutes ces fonctions, elles sont importantes, et elles nécessitent un temps plein. Donc ça veut dire comment je forme quelqu'un dans mon organisation. N'oubliez pas aussi que ces outils-là, ils peuvent paraître complexes pour des gens qui ne sont pas forcément de la génération Y, en tout cas plus complexes à appréhender. Et donc dans ce cas-là, moi ça m'amène deux réflexions. La première, c'est est-ce que c'est pas un très bon moyen de mobiliser les jeunes générations qui arrivent quand même dans l'entreprise avec une expérience assez faible, parce que normal, ils sortent d'études, qui ont donc un niveau dans la hiérarchie qui est très peu élevé, qui sont peut-être timides et qui n'arrivent pas à se mettre en avant d'une certaine manière. Là, c'est un moyen très concret de leur donner une utilité véritable et quelque part une vraie compétence en plus par rapport à des managers, à leur N+2, N+3 dans l'organisation, en leur disant « Tiens, mais on va te faire animer ce groupe. C'est toi qui vas expliquer, tu vas former les gens, tu vas leur expliquer comment ça fonctionne, tu vas aller faire du porte-à-porte dans les couloirs, tu vas aller voir les gens de ton département et tu vas passer 1 heure avec eux pour leur expliquer comment on utilise l'outil. » Et donc ces gens-là, c'est un très bon moyen de les valoriser, par exemple. A contrario aussi, j'avais développé ce type d'outil dans une organisation d'architectes. Vous voyez, un autre métier, rien à voir avec les grands groupes. Et donc la moyenne, c'était une organisation de 150 architectes contractants en France, qui avait ouvert une plateforme commune à tous ces architectes contractants pour pouvoir échanger entre eux. Et à peu près 80% de ces gens-là avaient une cinquantaine d'années, entre 50 et 60 ans, et ils ne tapaient même pas les emails, ils ne savaient pas taper les emails. C'est-à-dire qu'ils avaient une secrétaire qui imprimait l'email, eux ils faisaient leurs annotations au stylo rouge, et la secrétaire retapait les emails. Je dis, quand on arrive dans une organisation comme ça et on leur dit « Alors j'ai un super réseau social d'entreprise », ça devient très compliqué. Bon, quelle a été la solution? Le mobile. Le mobile a été la clé. Et ça, c'est un point que je n'ai pas encore abordé. Tous les outils aujourd'hui ont des applications mobiles, iPhone, Android, c'est celle qui fonctionne, BlackBerry de moins en moins, parce que tout le monde pense que malheureusement BlackBerry est vraiment sur le déclin, mais Windows Phone aussi pour Microsoft, mais en tout cas les deux gros, Android et iPhone, ils ont tous une application très bien faite, et il se trouve que les gens qui ne savent pas taper à l'ordinateur, ils savent envoyer des textos, puisque leurs enfants leur ont appris, leurs enfants, leurs petits-enfants, et du coup ils savent envoyer des textos, et donc ils savent écrire des messages, et ces applications sont très bien faites, c'est des gens qui sont souvent en mobilité, donc ils préfèrent lire ça dans le train rapidement plutôt que de se connecter 1 heure en rentrant le soir. Et donc si ces groupes sont bien faits, ils vont pouvoir aller consulter très rapidement les choses qu'ils veulent uniquement, faire un petit commentaire, fin de l'histoire. Et donc le mobile a été une arme pour intégrer des gens qui n'étaient pas forcément très technophiles et qui avaient cette barrière avec l'ordinateur. Vous voyez qu'on peut trouver des ponts, l'iPad encore mieux, parlons pas. Les gens qui ne supportent pas de taper sur un clavier d'ordinateur, mais le clavier virtuel sur l'iPad, ils adorent. Parce que c'est petit, c'est le... Oh, j'aime bien. C'est comme les textos. Bon bah d'accord, très bien. Trouvons des solutions. Donc tout ça pour vous dire que les mentalités, elles sont quand même en train de changer dans l'organisation et que donc il n'y a pas de frein par rapport au type de personnes qu'on souhaite impliquer et la génération. Moi je trouve que ça c'est un faux débat. C'est juste une question de temps et une question d'approche. Mais tout le monde peut être impliqué et chacun y trouve son compte. D'ailleurs dans cette organisation d'architectes, il y avait beaucoup de jeunes aussi, des jeunes architectes qui arrivaient, mais ceux qui étaient les plus actifs sur la plateforme, c'était les quinquagénaires, qui étaient a priori sur le papier dépassés par la technologie. Une fois qu'ils ont pris goût un petit peu à la plateforme, c'était ceux qui l'utilisaient le plus, ils trouvaient ça génial. Donc comme quoi, la surprise ne vient pas forcément d'où on peut l'attendre. D'ailleurs, rarement on peut l'attendre, sinon ce ne serait plus une surprise. Alors des points de vigilance quand même.
J'avance vite parce que je vois que le temps défile et que j'aimerais vous laisser poser quelques questions sur un sujet sur une problématique que je vais aborder. Je vous rassure, j'ai dû accélérer certains points. Dans cette présentation, vous allez retrouver différentes choses. Je vous ai listé quelques petits constats. Ce que un RSE permet de développer, donc il y a des choses que j'ai mentionnées, je vous ai pas relu les slides dans l'ordre. Quelques points de vigilance, les 4 étapes clés, d'accord. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est important. Exprimer le besoin en termes d'usage des collaborateurs. Ensuite, je sélectionne un outil approprié. Je vous ai dit qu'il y a des outils qui font plein de choses différentes. Ensuite, je définis toute une gouvernance de cet outil aussi. Et je m'appuie sur une méthodologie avec les plusieurs étapes. Donc la gouvernance, c'est important. Un outil, il doit avoir un mode de gouvernance aussi. Ça peut être des comités, ça peut être des gens qui vérifient que l'outil est bien utilisé, qu'on peut peut-être mettre des nouveaux champions, leur donner la possibilité à certaines personnes d'ouvrir leur propre groupe, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça vous l'avez dans le fascicule. Et je vous ai aussi détaillé, ça je pense que ça va peut-être particulièrement vous intéresser, donc il y a quelques exemples d'outils, les dernières cartographies, l'expression des besoins généralement chez les clients. Et je vous ai mis aussi, voilà, alors ça, comment on définit la gouvernance de ce type d'outil, une illustration de gouvernance par exemple, qui n'est pas celle qui sera toujours celle qu'il faudra arrêter, mais qui peut être intéressant de mettre en place. La méthodologie là, que je vous ai mise, alors vous avez les grandes briques, nous c'est une méthodologie pyramidale, d'accord, ce qu'on appelle dans l'animation de communauté, et on part du principe que pour une pyramide, c'est pareil que pour n'importe quel bâtiment, il faut commencer par les pierres de fondation, pour ensuite monter aux briques ultimes de l'animation. Mais que souvent on a tendance à faire les choses dans le mauvais ordre, et donc ça ne peut pas fonctionner, la mayonnaise ne prend pas. Et donc vous verrez qu'en bas, c'est toutes les fonctions de définition de la stratégie, que ce soit à l'échelle de la plateforme, que ce soit à l'échelle d'un groupe aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir la responsabilité d'une communauté au sein de la plateforme. Donc définition des membres de cette communauté, intégrer ces communautés dans un processus peut-être d'innovation existant, dans une dynamique de l'entreprise, rapprocher ça aux valeurs de l'entreprise aussi d'une certaine manière pour que ce soit parlant pour les gens en termes de projet, définir les usages de la plateforme, intégrer les fonctions nécessaires, rédiger une charte d'utilisation, identifier des sujets en fonction des objectifs, construire les indicateurs clés de performance en fonction du tableau de bord qu'on souhaite mettre en place, des éléments, des indicateurs qu'on souhaite suivre, etc., etc. Donc j'ai mis la pyramide, il y a plein de choses qui vont vous parler, et prenez-la vraiment dans l'ordre, d'abord la première ligne, la deuxième, etc. Et c'est comme ça que les choses... Et vous verrez que tout en haut, on parle de manager un réseau d'utilisateurs champions autonomes, intégrer les communautés dans la stratégie d'entreprise, calculer le ROI, retour sur investissement de la plateforme, ça on peut le faire qu'à la fin, on ne peut pas le faire au début, intégrer des logiques de gamification aussi, c'est-à-dire comment j'intègre des notions de jeu. Il y a pas mal de réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent de décrocher un badge, vous savez, il y avait un réseau notamment qui marche très bien, qui s'appelait Foursquare, qui s'appelle toujours d'ailleurs, où vous alliez taguer dans un restaurant où vous étiez là et ça vous envoyait un badge pour vous dire vous êtes le maire de cet établissement-là. Puis après ça a été monétisé où le restaurant disait bon bah le maire je lui offre un café. Donc les gens se battaient pour aller parler de taguer son restaurant sur une carte et pour aller mettre des commentaires sur le menu, etc. Et donc il y avait plein de vecteurs. Les mêmes sont possibles en entreprise. Il y a des outils qui commencent à faire ça. On développe des badges et on crée des espèces de tableaux de bord, de classement des gens, mais dans un sens vertueux du terme. On n'est pas dans la discrimination, mais plutôt de se dire tiens, on a le commentateur du mois ou l'expert, le plus grand explorateur qui va chercher les experts et qui les ramène, ou c'est celui qui like le plus, le badge bisounours, celui qui aime le plus les gens, il like tout le temps, ou celui qui publie le plus, qui publie le plus de documents, etc. Et donc on crée des badges qui donnent, ça fait créer un petit effet de compétition mais vertueux et plutôt très, très bon enfant entre les gens, qui se disent tiens j'ai une autre mise en avant, ah tiens t'as eu tous les badges, tiens j'ai pas eu le badge plus de 100 commentaires, donc il faut que j'arrive à commenter encore plus, etc. Et pourquoi pas apporter un système de reconnaissance, voire même de récompense sur ces badges-là, en disant, ben voilà, dès que vous avez débloqué 10 badges, vous allez gagner, je dis n'importe quoi, une petite smart box pour un dîner en tête-à-tête avec votre femme ou votre mari, ou vous allez gagner peut-être un goodies aussi. On a une organisation aux États-Unis, ils ont dit on veut récompenser tout le temps. Donc déjà, tous les gens qui s'inscrivent sur la plateforme, je vais les récompenser. Alors ça va être un truc simple, je vais faire un mug avec le nom de la plateforme.
mais je veux que tout le monde ait le nom de la plateforme sur son bureau, et c'est un moyen de le matérialiser. Puis ensuite, je vais récompenser les gens qui ont un certain nombre d'objectifs. Peut-être que aussi vous avez une logique de concours d'idées dans votre plateforme, et c'est comme ça que vous allez récompenser les gens. Toujours est-il que de temps en temps, c'est bien d'apporter de la reconnaissance, juste pour l'utilisation de la plateforme. C'est ce qui va créer aussi une dynamique. Donc vous avez en tout cas des clés dans cette méthodologie-là. Ensuite, je vous ai mis donc, les grandes étapes du lancement d'une communauté, un exemple de roadmap à suivre, d'accord, sur un déploiement sur 6 mois. Et puis, je vous ai mis voilà, les grandes fonctions dont je vous ai parlé du Community Manager, avec des petits détails pour chacune de ces fonctions-là. Et enfin, des exemples de tableaux d'indicateurs de performance, exemples de newsletter, et les grands facteurs clés de succès d'un projet RSE. Je vous laisserai lire ça avec attention. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on insiste un petit peu simplement avant de nous quitter. Et du coup, je ne sais pas en termes de timing combien de temps on aura peut-être pour vos questions. Mais une demi-heure. Toujours est-il que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est symptomatique aujourd'hui, c'est qu'on est en train de perdre la valeur première de ces outils parce qu'on les déploie mal, parce qu'on ne les anime pas, et parce qu'il n'y a pas de cohérence au sein de l'organisation sur quel message qu'on envoie par l'intermédiaire de ce déploiement et de cette intégration. Est-ce que c'est le seul outil? Comme je vous le disais, il y a plein de grands groupes, Orange en étant qu'un des parmi tant d'autres, qui ont pléthore d'outils déployés chez eux et qui donc n'ont plus aucune cohérence dans tout ce qu'ils font. Et la grande question, c'était de se dire, les SI, dans le dialogue qu'on avait avec eux il y a 5 ans, ils avaient peur. Ils avaient peur pour la sécurité de l'information. Certains se targuaient même de pouvoir... Ça, c'est un comportement qui était symptomatique aussi, mais qui m'a beaucoup étonné, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. Des SI qui disaient, non mais c'est nul ces solutions-là, on va le développer en interne. On sait faire. On n'a pas besoin d'acheter un outil clé en main, ça va, on va le faire en interne. Du coup, il passait 6 mois à recréer un moteur de réseau social, toutes les fonctions qu'il y avait autour, pour nous faire un truc qui fonctionnait pas si bien que ça, parce que c'était pas leur métier au départ, c'est quand même un type d'outil bien spécifique. Et du coup, ils branchaient un truc qui marchait pas, donc ça marchait pas du tout. Eux, ils se sentaient vraiment mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'ils avaient l'impression qu'on dénigrait aussi la capacité qu'ils avaient à travailler, à faire certaines choses. Mais pourquoi ils avaient fait ça au début? Simplement parce qu'ils ne voulaient pas se faire déposséder de quelque chose qui leur semblait fondamental. Et là, je pense que les organisations ici, à ce moment-là, ils avaient tout compris. On avait tendance à leur dire, oh là là, non, ils vont trop verrouiller par les décisions, le manque de sécurité, on ne va jamais avoir le droit d'utiliser ce type d'outils, bah donc on va les mettre sur la touche. Et on va faire ça dans des petits départements. Comme c'est hébergé sur Internet, pour peu qu'on n'ait pas de problématique d'accès, des limitations d'accès à certains sites par la DSI, on n'aura pas de problème. Donc ils ont fait ça, et aujourd'hui on retrouve des problèmes partout. Et ce que je vois de vertueux, c'est quand la DSI se met au cœur même de ce type de dispositif. En disant c'est nous qui allons intégrer ça, de manière totalement industrialisée et uniformisée dans toute l'entreprise, avec des systèmes de formation, avec des guides utilisateurs papier qu'on va envoyer à tout le monde, mais notre rôle, c'est d'éduquer les gens à comment on utilise l'outil. Après, l'animation libre à chaque département, en fonction des groupes de discussion, des communautés qu'ils ont à animer, de mettre des gens qui ont ces compétences-là, avec le temps nécessaire pour le faire, pour animer. Ça n'enlève pas cette nécessité-là, entendons-nous bien. Mais ils ont commencé à dire, ok, on va réfléchir dans une stratégie SI globale à comment on peut utiliser les outils d'aujourd'hui. Et rien n'est impossible. Il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui qui ne sont pas hébergés dans l'organisation, qui sont en cloud, mais que les départements ici ne se freinent pas à utiliser. Donc qu'est-ce que ça m'amène comme réflexion, et celle pour laquelle j'aimerais vous mettre à contribution, et qu'on ouvre un peu ce débat, c'est, je considère que le métier du SI aujourd'hui, il est déjà en transformation, mais qui doit radicalement changer, et je pense qu'à ce titre-là, le SI demain ne doit plus être simplement un garant de la sécurité informatique et du bon fonctionnement informatique de l'organisation, mais doit être un référent stratégique, parce que ce que ces outils nous montrent, en tout cas dans la tendance, parce que tout n'est pas adopté partout comme je vous le disais, c'est que ces outils-là, même si c'est sur un cycle d'1, 2, 3 ans, et puis qu'après ça changera peut-être, ils ont une influence très importante sur la stratégie des entreprises.
et sur la façon dont cette stratégie va être communiquée et répercutée à l'ensemble de l'organisation. Et que donc, toute décision inhérente à ces outils, et à leur intégration et leur déploiement, elle est stratégique. Que le détenteur de cette décision, à mes yeux, ça devrait être le département ici, d'accord, avec ses directeurs et ses collaborateurs, et que à ce titre-là, le SI demain, pour moi, ça doit redevenir un élément clé du COMEX, voire même le bras droit du directeur général par rapport à une stratégie qui va à la fois toucher l'interne de l'organisation interne, pardon, et l'écosystème externe aussi, et qui donc aura un rôle stratégique double, parce qu'il y aura toute une volonté d'impliquer aussi ponctuellement et par petites touches un public externe, en apportant la sécurité que seul que seul le département ici est en capacité de donner, par rapport à tout un tas d'incertitudes et d'inquiétudes que pourra avoir un directeur général sur ce type de déploiement. Et donc je pense que là où on a voulu mettre le SI sur la touche hier, il faut qu'il revienne au centre de ces décisions-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est vraiment pas partout. C'est en train de changer un petit peu. Et du coup, ça a une implication monumentale, ça aura un impact monumental sur la répartition dans le temps, dans une journée type du travail d'un SI. On a besoin de ce type d'outil pour détecter les talents ou pas. Et il ne faut pas que le modèle d'évolution dans l'entreprise demain soit bouleversé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas nous directement. Donc ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce type de dialogue. En revanche, essayer d'intégrer la formation pour aider au déploiement de cet outil, en général ils sont plutôt dans un élan positif et ils essaient de mettre des choses en place pour que les employés aient du temps pour apprendre et pour privilégier ce type d'outil. Et ils ne se sentent pas concernés spontanément par l'efficacité collective de l'entreprise? Ils le sont, mais ils ne se sentent pas dans l'obligation d'en faire quelque chose de mesurable rapidement et surtout de le matérialiser par des récompenses concrètes aux employés dans leur évolution. Donc ils veulent bien mesurer et voir si on arrive à mesurer l'intelligence collective et voir comment ça met aussi ça permet de mettre en avant les compétences de chaque individu, mais ils n'ont pas envie non plus de bouleverser les façons dont ils fonctionnent aujourd'hui, si vous voulez, dans le rapport à l'évolution. Les procédures d'évaluation, je pense, oui. Parce que c'est la DRH qui maîtrise complètement, c'est moi qui évalue et personne d'autre. Et par exemple, dans les procédures d'évaluation, on leur dit vous devriez peut-être intégrer leur degré de collaboration sur l'outil, pour montrer qu'ils donnent du temps aussi pour les autres, qu'ils sont dans le partage. Mais ça, ils ne veulent pas, typiquement, pas l'intégrer, parce qu'ils trouvent que ça peut être encore trop discriminant. C'est aussi des problématiques. Ils disent mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas allé sur l'outil qu'il devrait être pénalisé ou qu'il n'est pas bon. Et donc moi, c'est souvent une guerre que je mène avec les RH, c'est que je dis mais c'est pas parce qu'on vous demande pas je vous demande pas de punir les gens, je vous demande de récompenser ceux qui font des choses bien, pour amener les autres, tirer les autres vers le haut. Vous voyez, donc on n'est pas dans le même discours, mais ils considèrent que ça peut être discriminant et que ça pourrait retomber dessus aussi. Ce qui n'est pas complètement faux non plus. Dans une organisation, quelqu'un qui va dire ah bah oui merci les RH. Pour récompenser les gens qui sont sur l'outil, voilà, moi j'ai pas de connexion internet chez moi, donc je peux pas me connecter le soir, et le boulot, j'ai pas le temps, mais pourtant j'ai l'envie, et du coup, moi j'ai le droit à rien. Je peux pas être mesuré dans ma capacité à bien faire les choses autrement que par l'outil. Ils veulent vraiment se protéger de ce genre de réaction, quoi. Et le problème c'est qu'à une échelle d'une grande organisation, ça peut prendre des proportions énormes. Et les CE, les organisations syndicales oui. Alors les organisations syndicales. Vaste sujet qui me fait sourire, vous allez voir, c'est de manière totalement bienveillante. Les organisations syndicales, elles trouvent ça bien de donner un moyen aux gens de travailler mieux. D'accord ? Là-dessus, sur le dialogue, on est bien. Ce type d'outil permet aussi de faire autre chose que j'ai pas évoqué parce que ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais c'est de privilégier aussi le télétravail. On sait que beaucoup d'organisations syndicales, dans pas mal de groupes, ont tendance à pousser ça. C'est ces nouvelles méthodes de travail en disant arrêtons de faire pointer les gens aussi, quand nos employés peuvent aussi travailler de chez eux, soyons plus agiles pour la mère qui a ses enfants, pour le père qui doit aussi aller chercher ses enfants peut-être, etc. Ou pour les personnes qui sont à distance et qui ne peuvent pas prendre le train tous les jours non plus pour aller dans les bureaux. Et donc pour ce type d'outil, ils trouvent ça très bien. En revanche,
et c'est là où le bas blesse, dès qu'on commence à parler de peut-être récompenser les gens sur la base de leur collaboration sur cet outil, les organisations syndicales s'indignent en disant « Attendez, ça demande un effort en plus, déjà vous demandez aux gens d'en faire plus, encore plus, et en plus vous voulez les évaluer là-dessus, c'est hors de question, c'est pas dans leur fiche de poste, etc. » Enfin là en reparlant des débats sans fin, qui je pense vont encore perdurer pendant pas mal d'années dans les organisations. Mais donc vous voyez, c'est un peu ambivalent. On a à la fois un côté qui peut servir certains arguments qu'ils ont, et d'autres où si c'est trop demandé aux employés, tout de suite le dialogue se ferme. Et même la hiérarchie peut être mise opposée, parce que ça veut dire qu'une partie du temps consacré par ses collaborateurs, pour lui, ne va pas être utilisé directement. Absolument. C'est la guerre de tous les instants d'ailleurs. Il y a des gens dans la hiérarchie qui disent « Ok, vous avez le droit de passer une demi-heure par semaine sur cet outil, j'accepte ». Sauf que ce qu'ils doivent comprendre derrière, c'est qu'ils pourraient passer 24 heures sur 24 sur cet outil et faire leur travail correctement. Ce qu'on essaye de transposer, c'est le travail dans l'outil, pour que ça devienne pas simplement... Mais les gens ont souvent l'impression que c'est comme un Facebook. Donc, ok, vous allez parler du restaurant, vous allez aller ce midi dans le groupe, enfin, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai envie qu'on travaille. Et donc, il faut déjà convertir la hiérarchie, justement. Parce que tant qu'ils n'alloueront pas de temps au départ à leurs employés, on n'arrivera jamais à faire la bascule vers l'adoption. Parce que les gens, au début, ils vont dire « Bah non, mon patron, il va m'engueuler si je le fais, il va me dire que j'ai pas bossé, alors que... Donc, bah non, je vais pas me mettre en risque. Hein. » Et donc, vous voyez, là, ça peut être des freins monumentaux sur le déploiement de ce type d'outil. Hein. Et les gens travaillent de chez eux, enfin, utilisent chez eux, souvent. Ah bah pour eux, c'est génial. Oui. Pour les gens qui travaillent de chez eux, autre exemple... les gens qui ont fait leur journée de 8h, oui. 7h... Alors ils le font pas le soir, mais le week-end, vous verrez, on le voit le week-end et on le voit en vacances, où les gens, bon bah ils n'ont pas envie non plus de se brancher à leur mail, mais simplement s'il y avait un petit sujet important, ils vont aller sur le groupe, tac, envoyer un petit truc, des fois d'ailleurs ils mettent un peu de légèreté en mettant une photo de la montagne, voilà, en disant je pense à vous, hop, mais ils ressortent, mais ça rassure aussi les gens qui sont pas en déplacement ou en vacances en se disant bon bah j'ai un moyen d'être interconnecté avec les gens. Il y a un autre cas, Pernod Ricard le fait très bien, ils ont lancé une communauté innovation, au début c'était 50 personnes, maintenant c'est 600 personnes, c'est que en interne, mais il y a les gens du marketing de chez Absolut Vodka en Suède qui parlent avec les gens qui travaillent dans une autre franchise, enfin pas une franchise, pardon, mais une autre grande marque, je ne sais plus, c'est une marque de champagne en France, et puis qui vont parler avec leurs collègues homologues australiens qui tiennent une autre marque de spiritueux. Et donc ces gens-là vont échanger les bonnes pratiques entre eux. Et bon, sans cet outil-là, c'est pas le même qui servirait bien. La conf call par Skype ou autre, ça devient vite très compliqué. Cet outil leur permet d'échanger. Et donc ils échangent les bonnes pratiques ensemble et ça a permis de faire émerger pas mal d'innovations qui ont été redupliquées en Suède, qui étaient faites en Australie, etc. Donc vous voyez que l'explosion géographique, c'est un des éléments qui peut être solutionné par ce type d'outil. Voilà. C'est de la communication asynchrone. C'est de la communication asynchrone, tout à fait. C'est-à-dire que sur ce type d'outil, on n'est pas dans l'instantané type Messenger, on n'est pas dans le chat, hein, mais on est dans l'asynchrone qui peut être assez limité. Hein, c'est-à-dire que comme vous avez les flux d'actualité qui sont mis à jour toutes les 2 minutes, si tant est que vous soyez connecté tout le temps sur la plateforme, vous voyez les choses qui sont mises à jour, le commentaire qui arrive, et donc vous pouvez parler presque aussi rapidement qu'un mail quelque part, quoi. Si vous êtes réactif sur vos emails, hein, si des fois on met quelques jours à y répondre. Et la notion d'archivage, après, au bout d'un moment, comment vous gérez? Alors ça c'est toujours... Alors, ce type d'outil fonctionne... moi je vous présente ce que j'ai constaté, hein, parce qu'encore une fois on ne construit pas ces outils-là. Ce qu'on a constaté, c'est que ces outils fonctionnent sur le... donc déjà sur des murs d'actualité antéchronologique, d'accord? Donc toujours la dernière actualité qui remonte, et puis ils ont mis des mécaniques, des algorithmes pour que même une publication très ancienne qui est recommentée, pour une raison X ou Y, hop, elle remonte à nouveau dans l'actualité. Par contre, c'est vrai qu'après des années d'utilisation, on peut avoir des centaines de contenus, des milliers de documents, bon, bah, tout ça c'est stocké, d'accord? C'est hébergé sur l'outil, c'est d'ailleurs là où ils vous font payer un peu plus cher de temps en temps, c'est qu'ils disent oh là là, il vous faut un petit peu plus de capacité de stockage, parce que là vous arrivez à vos limites, et puis vous faites un petit chèque, bon, ça c'est un petit peu le jeu aussi. En revanche, c'est toujours très bien stocké. Ce qu'ils peuvent même faire, c'est des extracts sur des années de données que vous pouvez internaliser sur vos serveurs pour les sécuriser aussi si vous le souhaitez, si vous voulez. Mais a priori, encore une fois, comme ces outils commencent vraiment à être déployés de manière
très développé depuis 2-3 ans, on n'est pas encore face à ces problèmes-là, mais ça arrivera très rapidement. Vous vouliez peut-être dire? Oui, juste intervenir par rapport à quand on poste par exemple une problématique, je ne sais pas comment la résoudre. Oui. Bon, je pense un petit peu, moi qui souhaite introduire ce type d'outil collaboratif en DDSI pour le développement de logiciels, pour la recherche et développement, il y a un appel à une certaine générosité des gens. C'est-à-dire que les gens vont passer du temps, leur propre temps, à apporter la solution, à dire alors comment c'est abordé peut-être dans les entreprises vous avez rencontré pour récompenser ces gens-là, en fait voilà, c'est pour quelque part leur payer le temps. Bien sûr. Alors la première récompense que les entreprises leur donnent, la dernière c'est l'argent. Parce que la première chose que nos clients nous disent c'est moi je donne pas d'argent, ça va, je commence pas à faire la carotte au billet, je veux bien donner un bon pour ou quelque chose, un cadeau qui a une valeur financière, mais je ne veux pas commencer à faire des chèques. Et on se rend compte que ce qui intéresse le plus les gens dans un contexte professionnel, c'est pas l'argent. C'est, comme je le disais, il y a un premier vecteur, c'est la reconnaissance. Donc ça, c'est même pas la récompense, c'est la reconnaissance. Je mets en avant un expert et je le remercie publiquement pour ce qu'il a fait. Donc je le mets en avant. Ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Alors, plus concrètement, quand on résout un problème ou qu'on apporte une solution à un projet, ce qui intéresse les gens, c'est d'être impliqués dans le projet. Donc vous en parliez, vous avez raison. C'est que ces managers lui allouent du temps pour pouvoir participer, contribuer au développement de ce projet. Ça peut être, par exemple, dans un cas où on cherche à lancer, on a voulu solutionner un problème, ce qui fait émerger un nouveau concept de service ou de produit, on va te dire, tu vas être impliqué jusqu'à ce qu'on le mette sur le marché. Ce sera ta récompense. Ça, c'est très valorisant pour les gens en interne, parce que ça leur permet de sortir un peu de la torpeur du quotidien, d'avoir un petit projet un peu sexy qui leur permet de s'évader, et en plus avec un patron qui leur a donné du temps pour le faire. Vous savez, c'est les fameux 20% Google, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Google avait déployé ça il y a quelques années dans son organisation en disant « je veux que 20% du temps de chacun de mes employés, ils puissent l'utiliser pour des projets qui ne sont pas directement sur leur feuille de mission. » Donc je veux qu'ils puissent passer du temps sur un projet d'intrapreneuriat, sur l'aide à la contribution pour une autre partie de l'organisation, etc. Mais je veux vraiment qu'ils passent 20% de leur temps là-dessus. Et ils devaient en justifier d'ailleurs auprès de leur manager, parce que c'était une culture qu'ils voulaient diffuser chez Google. EDF l'a fait aussi à une moindre mesure, mais avec ses employés. Donc l'allocation de temps est importante. Quand je dis allocation de temps, attention, c'est aussi allocation de budget. Parce que si je dis à un collaborateur qu'il a un jour par semaine pour travailler sur ce projet sur les 6 prochains mois, et qu'il n'a pas de budget, ce serait un peu problématique. Donc de temps en temps, c'est de dire, bon bah tiens, je débloque 15 000 euros, tu as 6 mois, sors-moi un prototype. Tu as le temps, tu as 15 000 euros, tu as le droit de constituer une équipe, vas-y. Et les perspectives derrière, elles sont énormes pour les employés. Alors attention, il y a une limite. Il y a des gens, ça les intéresse. Si une personne dit, moi j'aime bien donner mon expertise, mais j'ai pas du tout envie de bosser sur le projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter mon savoir. Bon, une fois que je l'ai partagé, je veux m'arrêter là. Dans ce cas-là, il faut trouver d'autres leviers. Et donc l'autre levier, c'est peut-être de dire, bon bah si cette personne elle est passionnée par la transmission de sa connaissance, comment on peut mettre en avant ça de manière peut-être plus régulière ailleurs. Est-ce que cette personne-là, on ne peut pas peut-être la faire animer, la faire parler à une conférence qu'on organise, qui est un petit peu externe, où il va pouvoir parler d'un sujet qui le passionne, être relayé sur les médias, parce que il faisait partie du colloque, de la conférence, de l'atelier, de travail, ou quoi que ce soit. Donc trouver quelque chose. Il y a les gens qui sont très dans l'opérationnel, il y a des gens qui sont vraiment des sachants, qui ne sont pas drivés du tout par les mêmes leviers. Il faut comprendre un peu l'humain. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une relation humaine, même si elle est dématérialisée. Et d'ailleurs, quelque chose qui est ultra important que j'ai oublié de vous dire, mais qui est fondamental, c'est que plus vous allez sortir de la plateforme, et là vous allez voir, vous n'allez pas comprendre ma phrase, plus vous allez sortir de la plateforme, plus vous allez la faire fonctionner. Autrement dit, les événements physiques autour de la plateforme que vous allez pouvoir créer sont autant de leviers absolument fondamentaux pour faire fonctionner la communauté. Par exemple, je fais un atelier de travail en physique,
Avant, je fais travailler les gens sur la plateforme pour le préparer, l'ordre du jour, etc. Et puis après la réunion, ou l'atelier de travail, eh ben, je continue la discussion sur l'outil. Et donc là, vous voyez, on a bien fait matcher un événement physique avec un outil. J'organise des grandes conférences. Pourquoi pas aussi, avec des clients, on a décidé de sensibiliser les gens au départ. On a dit, ben, on va organiser l'outil, peu importe son nom. Là, en l'occurrence, l'outil s'appelait Idea Storm, donc sur la tempête des idées. On avait dit, on va faire un petit déjeuner chaque semaine dans un des complexes du groupe, dans un de leurs bureaux principaux à Paris. Et donc chaque semaine, il y aura un jour différent où on va faire un petit déjeuner. Donc ça coûte quoi? Ça coûte 200 ou 300 euros d'avoir le traiteur avec tous les croissants, les jus d'orange, etc. Et puis on met à disposition des guides d'utilisation de la plateforme, 1 ou 2 ordinateurs ouverts pour que les gens puissent s'inscrire s'ils ne l'ont pas encore fait. Et on a des gens qui viennent, qui les accueillent, qui viennent parler avec eux. Et ça se fait en toute bonhomie autour d'un petit déjeuner. Donc ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Faire une conférence aussi, pourquoi pas. Commencer à travailler, comment on recrute les experts, comment on va l'organiser. Toute l'organisation, faites-le sur l'outil. Et ça va faire émerger un événement physique. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que les gens, leur rapport humain, il ne faut pas qu'on soit que dans le digital. Il faut que les gens se voient, se rencontrent. Et c'est quand ils vont se rencontrer, c'est quand ils vont se voir et se parler en direct qu'ils vont avoir envie de s'aider ensuite en ligne. C'est pas sans s'être rencontrés. Et donc, cette opportunité qu'on se targue de donner l'opportunité aux gens de rencontrer d'autres personnes qui ont peut-être des sujets d'expertise ou des passions qui sont un peu similaires aux leurs et qui ne connaissaient pas dans l'organisation, donnons-leur le moyen de les rencontrer vraiment aussi, quoi. Ça, c'est très important. Ça doit être rythmé dans le temps, vous voyez. Mais c'est vrai pour les réseaux sociaux professionnels, Absolument. C'est pas le tout de les avoir dans ma communauté perso. Il faut les rencontrer. Il faut les avoir rencontrés. Absolument. Et donc, toujours essayer de ramener ça, vous voyez, pensez à l'événement physique fédérateur qui pourrait être imaginé derrière tout ça. C'est autant de petites choses qui, petit à petit, vont vous aider à faire de cet outil quelque chose d'adopté par le plus grand nombre, quoi, finalement. Et qui sera plus simplement vécu comme un outil, mais comme un nouveau moyen d'expression, véritablement. Et peut-être que demain, vous voyez, il y a une étude qui disait aussi, pensez aux jeunes générations, il y a une étude aux États-Unis qui a été faite, ils ont interviewé plein d'étudiants en université, et sur l'étude, il y a 60% des étudiants qui ont dit qu'ils seraient capables de refuser un job demain, leur premier job, s'ils n'avaient pas d'accès à Facebook. Si on leur interdisait l'accès à Facebook depuis leur boulot. Ça fait quand même peur comme chiffre. Enfin, c'est 60%. Et on se dit, elle est où la prise de conscience? Et il est où le changement de conception de ce que doit être ou pas les choses que je peux consulter en entreprise? On est bien loin des intranets complètement verrouillés, avec à peine un accès au site Le Monde, et encore, c'était peut-être un site qui était considéré comme site dangereux aussi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces outils-là, c'est aussi un moyen de garder ces jeunes générations, de leur donner soit une compensation parce qu'ils n'ont pas les accès Facebook et qu'on considère que ce serait vraiment pour faire des choses qui sont non professionnelles, soit de leur donner au moins de leur donner un moyen d'expression qui est similaire à des choses qu'ils connaissent déjà. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes aussi, vous voyez. Alors est-ce que vous pensez aussi que je ne sais pas, dans ce que vous avez vécu personnellement, si vous avez, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient eu l'opportunité de voir un déploiement de ce type d'outil. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ça, je ne sais pas, vous n'avez pas détaillé. Est-ce que, en revanche, vous savez si c'était le seul outil qu'il y avait? Est-ce que vous savez si c'était à l'initiative des SI au départ ou pas? Pour les gens qui ont eu la chance d'expérimenter un peu cet outil. C'est la masse, c'est une noyade. C'est un peu... Complètement. Il n'y a pas d'instigateur. C'est complètement, parce que à partir de là, on dit on décide, la compagnie, elle décide, tout part de la COP, et dans les 8 jours, boum, tout est mis en place, c'est impressionnant quand même. Mais le problème, le résultat est là, quoi. Il y en a partout,
moi j'ai des sujets qui m'intéressent, et puis j'ai l'impression que lorsqu'on met ça, bon, il n'y a rien d'autre qui existe. Si, la vie continue à côté. Hein. Bien sûr. La vie continue, donc c'est clair que en fait c'est un super outil. Enfin, je veux dire, bon, il était pas non plus au niveau de la présentation comme on va le faire parce que c'est vraiment noyé. Parce que j'aime bien moi dans LinkedIn par exemple ou dans Viadeo son nom, mais surtout LinkedIn, c'est que LinkedIn est très intuitif. Oui. On arrive à le voir, etc. Bon, nous, on n'a pas encore comme ils veulent tout mettre d'un coup, on n'a pas encore tout. Bon, il y a une formation, mais les formations elles se font, ce sont que des vidéoconférences. Oui. On ne se voit pas. Bon, on a l'habitude de travailler comme ça. Hein. Oui, effectivement, ça fait partie de la culture. Nous, ça fait partie aussi de la culture, donc il ne faut pas non plus trop noyer, mais quand même, au moment où il y a des questions qui se posent, bon, ceci étant dit, bon, on est moins gêné dans nos courriers, parce que bon, les gens ont l'habitude de travailler comme ça aussi. Tout est en anglais, il n'y a pas... Alors, l'anglais, c'est pas gênant, mais il y a quand même des perceptions qui sont locales. Bien sûr. Alors ça, c'est totalement gommé. Ah bah, du coup, oui, effectivement, c'est complètement effacé. C'est complètement effacé, c'est complètement gommé. Donc, une fois que ça s'est mis en route, je pense qu'il faudra localement se poser des questions comment on peut l'utiliser. Parce qu'en fait, la vie continue, et sur la vie qui continue, c'est ça qui serait intéressant, c'est de savoir comment on peut continuer. Parce qu'on veut parler de problèmes véritablement concrets. Quoi. En ce moment, il y a des problèmes sur la réversibilité des contrats vis-à-vis de nos fournisseurs. Oui. Ça, c'est un problème pertinent, enfin, extrêmement important. Donc, on pourrait utiliser ces outils-là pour se donner des idées, pour savoir, tiens, comment on trouve, etc. Et en fait, on ne l'utilise pas pour ça. C'est la voie de la direction qui tombe plus ou moins, parce que c'est la direction qui l'a donnée, c'est l'accord, et avec l'accord tombe, beaucoup, tout le monde... allez, hop, en exécution, en mode exec. Et l'efficacité derrière? Bon, c'est pas terrible. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Ça envoie pas, en tout cas, peut-être pas les bons messages. Non, ça ne rend pas les bons messages, on sait qu'il y a quelque chose de puissant, mais ce qui est rageant, c'est qu'on ne sait pas comment obtenir une meilleure efficacité avec ça. Comment le capter, effectivement. Voilà. Et c'est toujours pensez toujours, quand vous serez confronté à ce type de situation, je vous parlais tout à l'heure de déploiement petit collège de personnes avant d'ouvrir, c'est pareil en termes d'usage. Pensez toujours à la peinture impressionniste, quoi. Faites les choses par petites touches, c'est-à-dire que peut-être que d'abord on va se dire, ok, on va essayer de créer un usage autour de tels besoins dans l'entreprise. Vous voyez, je vous parlais de Michelin par exemple, eux, ils nous ont dit un jour, on veut écrire un livre, alors ils n'ont pas appelé ça un livre blanc, ils ont appelé ça un livre vert, sur la mobilité urbaine justement. Mais on aimerait bien le co-rédiger avec des gens, mais comment on fait sur un outil comme ça pour faire ça spécifiquement, co-rédiger un livre vert? On a dit, ok, on va aménager un groupe, on va interviewer les gens sur comment ils ont l'habitude de travailler, on va discuter un petit peu avec eux, et puis on va commencer à animer ce travail-là. Parce que finalement, leur ouvrir un espace, comme je vous disais, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vienne les titiller, souvent en disant, tiens, en fait, tu devais rédiger telle partie pour cette semaine, n'oublie pas de le faire, t'en es où, est-ce que tu as besoin de l'aide de quelqu'un? Et on commence à créer l'interaction. Et puis sur le premier exercice fait, ils rédigent leur livre vert. Après 4 mois, ils regardent et ils disent, finalement, on a été super efficace. Alors c'est vrai qu'il y a la perception de quelqu'un qui les a animés, qui les a aidés, mais ils se rendent compte que l'outil s'y prêtait vachement bien. Et les 2-3 fois qui vont suivre, les gens vont faire les choses spontanément. Beaucoup plus spontanément parce qu'ils auront pris les réflexes sur un usage. Il y a d'autres usages où ils n'auront pas nécessairement pris. Et vous voyez, quand on est dans des groupes de veille, des groupes d'influence, des groupes de discussion un peu plus générales et globales, c'est pareil, comment on fait prendre la mayonnaise, comment on fait que les gens vous répondent, comment on fait que le sujet diverge pas vers des choses qui sont non constructives. Quand on est dans de la gestion de projet pur, comment je fais pour piloter mes équipes par l'intermédiaire de cet outil-là. Chaque usage doit être pris par petites touches, mais être pris très au sérieux et aura les spécificités de l'équipe qui l'incarne. Parce qu'on est tous des humains avec des comportements différents. Et je peux avoir deux équipes de 15 personnes, je vais en avoir une d'un côté où ils sont tous super technophiles, convaincus que ça va fonctionner et à fond dedans. Et puis à côté, j'ai des gens qui sont peut-être tout aussi compétents, mais qui trouvent que l'outil est nul, ça sert à rien. Et pourtant, je dois leur faire la même chose. Je ne vais pas m'adresser à ces deux publics de la même façon. Du tout. Il y a des gens qui sont très tournés vers l'humain, il faut qu'on partage, qu'on discute. Il y en a d'autres qui sont vers les documents, la tâche.
Ils sont là, non, mais attendez, il faut que les choses soient bien faites, il faut que ce soit carré, arrêtez de m'envoyer des documents de 15 pages, j'arrive pas à les lire dans l'outil, enfin ça n'a pas de sens, on n'a pas le temps. Donc les gens vont avoir des inquiétudes différentes. Et c'est en prenant par petites touches les inquiétudes de ces groupes spécifiques que vous allez pouvoir sortir la bonne dynamique collaborative pour les aider à faire la bonne première fois, le bon premier exemple, qui va les aider ensuite à être assurés pour la suite. Et donc chaque cas est spécifique. Comme je vous le disais, il y a une méthode qui marche tout le temps, et là je vous en ai donné les grandes lignes. Maintenant, elle s'adapte en termes d'usage à tout et chacun. Donc, et comme les gens sont tous différents, il faut quand même à chaque fois bien cadrer au départ et comprendre à qui on s'adresse. Moi, ce que j'ai vécu, c'est, il y a quelques années, c'était en fait un intranet avec un wiki. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on parle en fait de la même chose sur le fond, mais avec une évolution, parce que le réseau social d'entreprise est quelque chose de plus puissant et plus développé. Oui. Et ce que je retiens, en fait, c'est qu'il y avait une personne de la direction qui animait vraiment l'alimentation de l'intranet pour capitaliser la connaissance et l'alimentation du wiki en valorisant les choses au maximum. Ouais. Et qu'en fait, c'est par ce biais-là que ça prenait, donc par le biais de cet animateur qui motivait fortement à faire progresser les choses, qui valorisait auprès publiquement ce qui était fait bien, et en fait il y avait ce suivi extrêmement efficace. Et je fais le parallèle avec les groupes de discussion, parce que je pense qu'il finalement entre un groupe de discussion sur LinkedIn et un groupe de discussion dans un réseau social d'entreprise, sur le fond, la nécessité de l'animation elle est un petit peu la même. Il faut vraiment un animateur, un chef de projet, ce que je disais tout à l'heure, un animateur qui anime son truc. Voilà. Bon, je le vois clairement au travers des animations de thèmes qui se font sur LinkedIn, par exemple, sur les groupes APEC. C'est uniquement parce qu'il y a des consultants qui ont en charge un sujet et qui sont payés pour le faire, en quelque sorte, que la discussion prend. Absolument. Voilà. Vous voyez que c'est des mécaniques, mais c'est imparable. Il faut ce travail d'animation. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement une fonction qui doit être incarnée par un expert. Parce qu'on est d'abord dans des logiques de collaboration où on ne demande pas aux gens qui animent de tout savoir, mais en tout cas de savoir qui c'est. Ça c'est une phrase que j'aime bien aussi, c'est de se dire que l'aspect vertueux dans l'entreprise aujourd'hui, c'est plus de détenir le savoir. Avant c'était ça, je détiens l'information, je la cache, il faut que je sois celui qui la garde, c'est ça qui fait mon pouvoir. Aujourd'hui les gens qui ont le pouvoir, c'est pas ceux qui détiennent l'information, c'est ceux qui savent qui détient l'information. Et donc on arrive dans quelque chose de différent et qui est vraiment dans cette logique de réseau finalement, à se dire bah oui, j'ai pas le savoir absolu sur tout. En revanche, je sais connecter les gens les uns avec les autres parce que telle personne m'a parlé de tel sujet, je sais qu'il est à fond sur ces sujets-là en ce moment, lui je sais qu'il travaille sur tel projet, et je vais interconnecter ces gens entre eux. Et donc ça, c'est la logique que doit avoir un animateur, c'est ce qu'il doit incarner, mais ça ne nécessite pas forcément qu'il soit un expert dans quelque chose, ce qui veut dire que ça peut être potentiellement plein de personnes différentes dans votre organisation qui peuvent incarner ce rôle d'animateur. Et ça, c'est intéressant. Il faut qu'ils aient des qualités humaines, a priori, et qu'ils connaissent un peu les gens, qu'ils prennent le temps d'aller les voir, mais sinon... Dans les réseaux sociaux, quelqu'un veut chercher un mot-clé, par exemple, est-ce qu'il peut utiliser ça un peu comme un moteur de recherche Absolument. Qui a la compétence, qui connaît quelque chose là-dessus? Alors, justement, ça c'est un très bon point que vous mentionnez. Il y a le problème des profils, des droits d'accès. On récupère peut-être pas toute l'info. Alors d'autant plus si on n'a pas fait bien le travail en amont. Le travail d'animation au départ, entre autres, quand on recrute, c'est de bien faire remplir les profils. Il n'y a rien qui tue plus une plateforme qu'un profil qui n'a pas de photo. Personne qui a commenté mais qui n'a pas mis de photo, merci, j'humanise vachement la relation, j'ai l'impression de parler à un robot, ça n'aide pas. Et puis ensuite, il y a comment j'ai rempli mon profil, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien mentionné mes expertises. Ça doit être fait en amont, effectivement. Et aujourd'hui, la grande majorité des outils permettent de mettre sous système de mots-clés.
mes champs d'expertise, tels que moi je les conçois. Il y en a même qui vont plus loin en disant mes collègues peuvent me rajouter des expertises, comme on le fait sur LinkedIn d'ailleurs. Hein, où voilà, je peux mettre une expertise et puis les gens peuvent liker mes expertises en disant il y a 10 personnes qui ont validé que vous étiez un expert en ça. Donc ces mécaniques commencent à fonctionner. Et du coup, comment ça fonctionne sur l'outil? Très simplement, eux, ils sont pas allés dans une hiérarchisation du contenu comme on le faisait, comme Microsoft nous l'avait appris à l'époque, en disant je mets un petit dossier dans lequel j'ai mes arborescences de sous-petits dossiers, puis sous-petits dossiers, où je retrouve finalement l'information avec difficulté au bout d'un moment, mais se dire on est plutôt dans un mode à la Gmail. Vous savez, je ne sais pas si vous avez un compte Gmail, donc Google Mail, où ils ont dit il n'y a plus de dossiers. On va mettre, ça va être un vaste vivier d'informations, datées, pas datées, mais tout va se faire par la puissance du moteur de recherche, parce que c'est quand même notre métier au départ. Donc si je tape Adélie mars 2014, normalement je dois retrouver mon mail. Et si je tape telle personne m'a envoyé tel truc, je dois retrouver. Ces outils fonctionnent de la même façon, par des moteurs de recherche très puissants. Et donc comme on va systématiquement associer des mots-clés à n'importe quelle publication, mais que derrière les moteurs deviennent suffisamment intelligents en moins de 10 secondes. D'ailleurs c'est la démonstration la plus efficace que je fais avec n'importe lequel des outils bien faits, hein, parce que quand ils ne sont pas bien faits, je ne fais pas cette démonstration. C'est celle qui impressionne le plus les gens. Je dis dites-moi un contenu dont je ne peux pas avoir connaissance. D'accord, ok, ça parlait de quoi? Ça parlait, je reprends l'exemple Michelin par exemple, ça parlait des pneus, d'accord. Bon, si je tape pneus sur le moteur de recherche, je pense que je vais avoir plus d'un contenu. Mais vous savez où c'était? D'accord, c'était un article, c'était à Toulouse. D'accord, c'était une expérimentation à Toulouse, très bien. Vous saviez quelle année à peu près? Ok, hop, j'ai tapé pneus Toulouse. J'ai dit, vous savez quoi, on ne met pas la date. Tac, ça m'a sorti les 5 contenus qui pouvaient se coller à ça. Les outils sont très bien faits pour ça. Et au même titre qu'ils le font très bien pour le contenu, ils le font très bien pour les gens. C'est-à-dire que je tapais une expertise, moi animateur qui ne connaît pas encore tout le monde, hein, je vais taper, j'aimerais avoir quelqu'un qui a une expertise en système réseau, voilà, peut-être que je vais taper ça, et ça va me sortir non seulement les discussions et contenus qui ont traité de ce sujet, mais aussi tous les gens qui ont ça en expertise. Et donc je vais pouvoir assez facilement, peut-être même par expertise croisée, me lister les experts que je pourrais solliciter demain. Vous voyez, ça liste tout, hein. Et il n'y a pas un outil aujourd'hui qui n'a pas un moteur de recherche puissant, parce que tout doit passer par là. Attends, c'est ça, chercher une info. Bien sûr, et ça doit être rapide, quoi. Ça doit être, on doit être dans cette notion, je gagne du temps. Bien, il nous reste, le temps est écoulé. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question rapide ou on clôt l'excellente présentation? Merci d'être resté si tard.